Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Mettez-en dans vos résolutions. Ça sert à rien de faire des résolutions, de toute Non, façon, le temps n'existe plus. c'est ça. Bah, pour la première semaine, quoi. Ouais, Manger de la confiture, je sais pas. voilà. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors, aujourd'hui, on va parler de la ville libre de Grafton. Mhm, On va parler du piment et on va parler du poivre. tout à fait. Et c'est toi qui commences donc avec Et c'est moi qui commence, exactement. la ville de Grafton. Grafton, Grafton, Grafton. la ville du Graf. Donc tu vas nous Exactement. parler de punk. Exactement, c'est tout ça. On va parler beaucoup de punk, d'anarcho-communistes. Bref, nos auditeurs s'en sont peut-être rendus compte, hein, mais moi j'ai un petit faible pour les expériences sociales. Oui, Bon, il y a les recherches en psychologie sociale dont j'ai parlé plusieurs fois, mais c'est généralement un peu plus... Enfin, je sais pas si c'est plus drôle le mot, parce que c'est pas toujours très drôle, mais en tout cas, c'est plus incroyable quand on sort du laboratoire. et quand on le fait vraiment, tu veux dire? Bah, c'est ça. Tu nous as parlé de Resurrection City, qui avait un Mhm, petit côté expérience sociale. J'ai évoqué le Munster des Anabaptistes, mhm. Johnstown, la ville qui a été fondée par le Temple du Peuple. Bon, en gros, je veux pas spoiler, mais en général, ça se termine pas très très bien. Bon, il y en a qui ont fini, ils étaient quoi, cloués en haut d'une église? Non, À ils étaient Munster? dans des cages en haut d'une église. Il n'y avait pas de clous? J'ai me souvenir de clous. Non, Bon. ils ont été écorchés avant. C'est Ah leurs oui, voilà, cadavres qui c'est étaient ça. dans des cages. Écorché, bon. Mais peut-être que je vous réserve des surprises. Pardon. Je Alors- sais pas, hein. Je rigole là, comme si je savais que, en fait, Bah non, mais je sais pas de quoi tu c'est le parles. principe. C'est Pour le les principe. gens qui nous rejoignent au bout de 2 ans d'enregistrement, Mhm. bienvenue déjà. Bienvenue. Et Sébastien ne sait pas de quoi je vais parler. Non. On va parler des Américains d'abord. Parce que s'il y a une chose que les Américains détestent, avec le communisme hein, et puis le fascisme et Ouais. les portions de frites trop petites, bah, c'est les impôts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, une partie d'entre eux déteste ça, et depuis un certain temps, parce qu'il faut bien s'en souvenir, tu l'as déjà évoqué, il me semble, le pays est né un peu sur une question d'imposition, Tout à fait. puisque tu avais la Compagnie des Indes orientales qui est dans la boucle. Bah, Parce on que va en reparler un peu après. Hein. quand il s'agit de changer la face du monde, à l'époque, il y a la Compagnie des Indes orientales, Toujours. et bien sûr, il faut se rappeler que le sachet colonialiste n'est jamais loin de l'eau frémissante des ardeurs nationalistes, puisqu'on va parler... Oh, on va parler de thé? On va parler de thé. Uh-huh. Donc en gros, vers les années 70, 1770, si tu veux acheter du thé en Amérique, bah, vu qu'on n'a pas encore inventé la machine à coca, bah, tu dois bien l'acheter à la compagnie. Oui, ils ont le monopole. Ils ont le monopole. Mais ils n'ont pas un monopole direct. C'est-à-dire que eux, ils vont jusqu'à Londres, Mhm. ils vendent leur thé à Londres, et après, c'est des marchands américains qui font la traversée avec le thé. Une fois qu'il arrive au pays du diabète, il va être revendu à des distributeurs locaux qui vont le répartir un peu pour tout le monde. Sauf que il y a beaucoup d'intermédiaires, du coup. Oui. Il y a des taxes qui sont très élevées à Londres sur le thé. Et à côté, on a du thé qui vient des Pays-Bas, Ouais, en contrebande. Genre, en contrebande. c'est les dealers de l'époque et tout, ils sont là, ouais, Earl Grey. Exactement. C'est moins bon, mais c'est moins cher. Bah, comme souvent dans la rue. Comme souvent. Bah, le problème, c'est que la contrebande, elle va exploser. Elle va représenter 86% du thé consommé chez l'oncle Ronald. Et en plus, tu vas avoir des famines au Bengale. Oui, On en a aussi parlé. Et ce que ça veut dire, c'est que tu as des problèmes d'approvisionnement, tu as des problèmes de concurrence. Bref, à ce moment-là, la Compagnie des Indes est au bord de la faillite. Ouais, comme souvent, hein, ça l'a dit dans son Comme histoire. souvent. Bon, bien entendu, comme à chaque fois, hein, dans ce genre de situation, quand une grosse compagnie est au bord de la faillite, c'est la main invisible du marché qui va... Oui. Non, je déconne, hein, c'est l'État qui va venir à son secours et qui va abolir les taxes sur le thé. En tout cas, avec le Tea Act en 73, ce qu'il dit, c'est vous n'êtes plus obligé de vendre tout à Londres, vous pouvez vendre directement aux États-Unis, donc couper des intermédiaires, et on supprime l'impôt sur le thé qui est à destination en dehors de l'Angleterre. Ouais, donc s'il touche pas le sol anglais, il est pas imposé, quoi. Exactement. Et ce que ça veut dire, c'est deux choses. C'est d'abord que les commerçants qui s'occupaient du transport, eux, ça les met dans la merde, hein, parce que du coup, ils ont un nouveau concurrent qui est la Compagnie des Indes. Oui, qui a un petit peu de force de frappe. Voilà. Et ceux qui faisaient leur beurre avec le thé, pas du thé au beurre, hein. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts, c'est le thé traditionnel du Tibet.
Le thé au beurre? Oui, le thé au beurre de yak. Mais je crois que ma grand-mère, elle mettait du beurre dans son thé quand elle... Bon, bref. Dans son café. Du Saint-Doux, dans le Nord. Bref, ils vont devoir les gens qui vendaient de la contrebande, ils se retrouvent en compétition avec la Compagnie des Indes, qui, elle, va vendre beaucoup moins cher du coup, puisqu'ils n'ont plus de taxes, et un thé qui est de bien meilleure qualité. Et légalement, en plus. Et légalement. Bon, ça, c'est à la frontière. En gros, les Américains, ils sont perdants. Ouais, là, ils sont... Oui. On va parler consommateurs, mais eux, on en parle rarement, mais les Américains sont perdants. Donc grogne, on fout le thé à l'eau dans le port de Boston, dont les actes intolérables qui sont passés par l'Angleterre, ça va mettre le feu aux poudres, révolution américaine, paf, on crée les États-Unis. Parce que derrière tout ça, il y a un principe qui est en jeu. Le thé, s'il est plus taxé en Angleterre, il est quand même taxé. Il est taxé aux États-Unis. Mmh. Et d'ailleurs, on va se servir de cet argent pour payer les fonctionnaires locaux. C'est ce que dit le gouvernement anglais. Sauf que depuis la Révolution anglaise et le Bill of Rights, donc 1689, seul le Parlement peut organiser l'imposition. Sauf que les colonies, elles sont pas représentées au Parlement. Comme l'Irlande, on en a un peu parlé. Comme l'Irlande. Et donc les Américains estiment que leur droit en tant que citoyens de l'Angleterre est bafoué. Parce que eux, ils n'ont pas le choix, on leur impose des taxes. Ouais, et ils peuvent pas aller se plaindre au Parlement. Exactement. Donc on va comprendre qu'ils choisissent un moyen radical parce qu'en fait, ils ont déjà eu ce genre de soucis d'imposition. Ils ont déjà demandé du coup à participer au Parlement en 1768. Et puis on leur a répondu... Non. Non, en fait, on leur a pas répondu. C'est loin en même temps. C'est ça. Le courrier s'est perdu. Bon. Et va naître un slogan qui est « Pas d'imposition sans représentation », qui va se populariser à ce moment-là et qui va revenir un peu dans toute l'histoire des États-Unis. On va le retrouver. Alors j'ai noté, il y a plusieurs révoltes fiscales aux États-Unis. Oui, en plus c'est bien. La rébellion du whisky, par exemple. Puis toujours pour des trucs hyper importants quand même, le thé, le whisky. Ouais, le droit de vote des femmes, l'égalité des droits civiques. Oui, non mais ça c'est pas une histoire de taxation. Aussi, le slogan revient aussi puisque... Oui, ça va. Parce que les femmes sont imposées en soi. Au moment de la guerre du Vietnam, c'est un slogan qui va revenir aussi. Aujourd'hui encore, il est utilisé, par exemple, il est imprimé sur les plaques d'immatriculation des voitures de Washington DC. Ah ouais. Puisque Washington DC, c'est pas un État, mais ils payent des taxes fédérales, donc ils n'ont pas de sénateur. Ah ouais, c'est vrai, il y a toujours un débat là-dessus. D'ailleurs, peut-être que ça va changer ces 4 prochaines années, on ne sait pas. Mais en tout cas, sur leur plaque minéralogique, il y a écrit pas d'imposition sans représentation. Et d'ailleurs, souvent, c'est écrit même sur la voiture du président. Du coup. Oui, sauf Bush, je crois qu'il l'a enlevé. Et Obama l'a remis. Et il n'y en a aucun président qui s'est dit on n'a qu'à prendre nos voitures dans le Maryland juste à côté, et puis... Je sais pas, c'est peut-être statutaire. Aucune idée. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que les impôts, c'est quelque chose qui est assez central dans l'histoire des États-Unis. Et s'il y a un endroit où on n'aime pas les impôts, c'est bien Grafton. Alors c'est où Grafton? Oui, alors Grafton, New Hampshire, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, qui tire son nom du duc de Grafton, et qui a été fondé en 1761. Ok, bon. Donc on parle d'une mégapole, du New Hampshire, qui regroupe, si on en croit le dernier recensement, 1340 habitants. Ouais, dans le New Hampshire, ça fait de une grosse ville. Et qui occupe une position centrale dans le comté de Grafton. Ça a le même nom. Alors en fait, pas tant que ça, parce que dans le comté de Grafton, il y a aussi Hanover, alors qui est pas tellement beaucoup plus connu, mais qui abrite le Dartmouth College. Ça me dit quelque chose, ça. C'est une université de l'Ivy League. Ah oui, oui, donc... Donc, c'est un petit peu de prestige. Mais ça, c'est loin. Là, on est vraiment dans une zone qui est profondément rurale. On est perdu au cœur des forêts. Grafton, c'est 5 petits bourgs un peu séparés. Et la ville elle-même, elle a été fondée, si tu veux, en accord avec les traditions ancestrales des natifs du coin, la tribu Abénaki. Donc, rite auquel se sont pliés les colons de bonne grâce. Sérieux ? Jusqu'à finalement être acceptés, établir une communauté de vie dans la concorde et la joie générale. Bon, en vrai, ils ont acheté les terres à un consortium dont faisait partie John Hancock, un des pères fondateurs des États-Unis, qui eux-mêmes l'avaient acheté au roi George III, qui lui-même l'avait reçu de Dieu.
Et puis les Indiens du coin, bon... Ouais, pourquoi on s'emmerde avec des kumbaya quand on peut avoir une chaîne de propriété bien propre, bien Voilà. nette. Ils ont Et- même pas reçu des coquillages ou des colifichets ou... Ah, on est un peu loin de la mer, hein. Oui, non, mais enfin, Si tu parce veux, que j'ai vu un truc sur New York qui a été Oui. vendu pour des coquillages. Si tu veux, là, on est à 120-130 km au nord-ouest de Boston. Oui, c'est vrai qu'on est un peu loin de la mer. Bon, Bon, si à Grafton, on veut bien que le roi reçoive de Dieu des terres, Mhm. comme ailleurs aux USA, hein, on accepte un peu moins qu'il reçoive de Dieu le droit de lever des impôts. Logique. Bon, là, dans ce coin-là, il n'y a pas trop de question de thé. Hein. Mais, Ils s'en foutent un peu. Ce qui s'est passé, c'est la fameuse révolte des pins. Parce que eux, ils vivent dans la forêt, mhm. et la marine anglaise va commander en énorme quantité des pins pour construire ces bateaux. Logique. Sauf que ces pins, ils sont taxés. Et là, on va recevoir les percepteurs à coups de bâton. Fait en pain. Voilà, et on va se placer du côté de George Washington. Ouais, et pas du tout de façon opportuniste. Voilà, donc on s'est débarrassé des Indiens et du Mhm. roi, Mhm. Et des percepteurs. et des percepteurs du roi. Oui. Et du coup, ils se sont retrouvés un petit peu surpris quand on leur dit au fait, on a un nouveau pays, donc il va quand même falloir qu'on paye nos fonctionnaires, notre armée, tout ça. Donc bon, si vous pouviez nous envoyer un peu d'argent, histoire de participer. Et c'est de Grafton, dans le New Hampshire, donc, que vient la plus vieille protestation fiscale encore existante aux USA. Ils sont toujours restés sur leur pain, les mecs. C'est-à-dire que moins d'un an après l'indépendance, ils demandent une exemption totale d'impôts. Comme Bon, ça. dans- Nous, on paye pas. Ah, il y a des fautes d'orthographe dans le texte, et tout, c'est assez rigolo à lire. Mais ils disent ouais, non, en fait, on s'était pas rendu compte que vous vouliez qu'on paye des impôts. 2 ans plus tard, comme on n'a pas vraiment répondu à leur première demande, ils recommencent. Et là vient la deuxième partie de ce plan ingénieux. Ils payent pas d'impôts. Simplement, ils n'envoient pas de lettres. Hein. Ils continuent à envoyer des lettres, mais ils payent pas. Bon, à un moment, dans un pays qui est jeune, il y a tout à construire en termes d'infrastructure, qui est en guerre. Mhm. Parce que de toute façon, les États-Unis sont toujours en guerre. Ouais. C'est difficile à tenir. Hein. À Grafton, quand la pression commence à voter, on s'emmerde pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vote la sécession. Ah, carrément. Ouais. Les mecs qui sont mis et tout, au milieu de la forêt, font non, bon, on va faire notre propre pays. Non, alors on va pas faire notre propre pays, mais plutôt que de payer des impôts, on va rejoindre la République indépendante du Vermont. Logique. En fait, ils partagent une frontière, si tu veux. Ils sont à la frontière entre le New Hampshire et le Vermont. Et le Vermont, à l'époque, est indépendant. Mhm. Ils sont indépendants, mais alliés de la couronne britannique. Ouais, mais en même temps, ils sont 12, quoi. Oui, ils sont pas très nombreux. Ah, mais ils sont pas dans Dans les États-Unis. les États-Unis. Surtout que eux, à l'époque, dans le Vermont, ils ont plein de terres à vendre. Donc ils vendent les terres et ils financent leurs fonctionnaires, leur état comme ça. Donc Oui, pas puis, d'impôts. Ouais, à long terme, ça marche vachement bien. Oui, le long terme, c'est pas le propre des habitants de Grafton, on va le voir. Donc, ça paraît un peu tentant comme offre. Donc Grafton va dire oui, nous on va aller dans le Vermont. Le New Hampshire va dire non, 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 vous restez chez nous, vous êtes chez nous. Et on va avoir un petit moment un peu bizarre où la ville va se trouver dans les 2 États. Parce qu'ils sont pas d'accord. Ok. Voilà, on va avoir 2 administrations, deux systèmes judiciaires différents. À un moment, ça commence à poser quelques problèmes, genre quand le shérif du Vermont va arrêter le shérif du New Hampshire. Ça commence à on se dire ça va peut-être pas marcher. Pour faire court, les milices des 2 États vont s'en mêler, le Vermont va rejoindre les USA, Et là, du coup, ils vont se retrouver Voilà. un peu con. Grafton retourne dans le New Hampshire et ils vont recommencer à essayer de ne plus payer d'impôts. Ok. Apparemment sans beaucoup de succès, mais j'ai l'impression que ça leur tient vraiment à cœur. C'est-à-dire que quand les précepteurs viennent, ils disent non, on paye pas. Les mecs reviennent avec des flics, ils payent, mais en disant bon, C'est ça. on paye, mais je veux que ça soit noté on voulait pas, quoi. C'est ça, c'est nos petits poujates de la frontière. Mais On va pas se mentir. Bon, mis à part ces atermoiements fiscaux, la ville est pas d'une importance capitale dans l'histoire philosophico-géostratégique mondiale. non. C'est une petite virgule, mais une virgule accueillante, puisque s'y sont établis des gens qui sont attirés par la certaine distance que tu as à la civilisation. Ça va des hippies à une communauté de la secte Moon Ok. qui s'est mis là. Pourquoi pas. Et à côté de ça,
dans le monde, mais principalement aux États-Unis, on a un autre mouvement qui s'inscrit un peu dans cette tendance de les impôts, c'est le mal. Ce sont nos amis libertariens, le libertarisme. Alors, c'est un mouvement qui se veut l'héritier de Lao Tse, Bah pourquoi pas, je veux dire. qui a dit un truc genre le gouvernement c'est mal. Oui, sûrement. Voilà. C'est un peu une sorte d'engeance du libéralisme et de l'anarchisme. Mhm. Alors anarchisme au sens Godwin, hein, pas au sens on va faire une communauté de biens et tout ça. C'est pas trop leur truc, la communauté de biens. Mais Non, l'émancipation des peuples. bah, en fait, le peuple n'existe pas. Pour le libertarien, le peuple n'existe pas. Le peuple, c'est la somme des individus. Oui. Et pas plus. Là, c'est plutôt l'anarchisme qui dit on ne peut pas imposer une règle aux individus. Et en fait, c'est un mouvement qui est essentiellement individualiste, mais qui est basé sur le principe de non-agression. Mhm. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de concept de violence légitime. Mhm. Personne ne peut exercer la violence sur quelqu'un. Ce qui est pas mal, en soi. Il y a beaucoup de trucs dans ce qu'ils disent. Au premier abord, tu te dis, c'est cool. Et après, les gens te disent, mais t'as vu, t'es d'accord avec moi. Du coup, ça veut dire que, on peut faire ça, on peut faire ça. Et plus ça va, tu dis, Non. ouais, non. Donc, ce que ça veut dire, finalement, c'est que un État peut rien imposer par la force, Mhm. mais que finalement, ce seront les individus qui vont s'entendre de plein gré pour coopérer et pour former une société qui marche. Ouais. Un vrai truc de hippie, quoi. Oui, c'est très utopiste sur le... Là où ça va un peu se compliquer, c'est que les libertariens vont considérer qu'il existe des droits naturels. Mhm. C'est un concept qui est en vogue au 18e, mais qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Non. Parce que, en fait, le droit, c'est rien qu'un accord entre les individus. Donc, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est une construction sociale. Et pour eux, le droit naturel par excellence, c'est le droit de propriété. Oui, donc ils sont anarchistes, mais quand même avec de la propriété privée, quoi. C'est ça. Mm. C'est pas de règle. Enfin, la seule règle, c'est la propriété. Oui, C'est surtout la règle, c'est qu'on ne peut pas restreindre la propriété. Mhm. Si je suis propriétaire de quelque chose, je peux le vendre comme je veux, l'utiliser comme bon me semble. Ça veut dire que toutes les règles, comme le port d'armes, par exemple, mais aussi sur les restrictions de drogue, Mhm. les protections environnementales, tout ça on oublie. Bah oui, tu peux faire ce que tu veux avec ton truc. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de brûler du pétrole chez toi 24 heures sur 24, tu peux. C'est chez toi, c'est ton pétrole. Tu fais ce que tu veux. Et alors, ils sont quoi? Ils sont comment sur les esclaves, par exemple? On va y venir. D'accord. La main invisible du marché va de toute façon, elle, rectifier tout ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. D'autant plus qu'il n'y a pas d'État pour lui forcer la main. Donc, Et puis elle est invisible, donc... tout va bien. Oui. Bien entendu, comme toute chose et tout être peut être la propriété de quelqu'un, à défaut, la première personne qui revendique est propriétaire. Alors, tu trouves un truc par terre, c'est à toi, quoi. Si c'est à personne d'autre, c'est à toi. Ou si personne ne le dit avant toi, quoi. Oui, c'est ça. C'est le premier qui revendique qu'il a. Parce que oui, la notion de propriété, elle s'étend aussi à soi-même. Mhm. Si je suis propriétaire de mon corps, finalement, je suis libre de faire ce que je veux avec. Ouais, Je suis libre de m'habiller comme je veux. certes. Je suis libre de travailler comme je veux. Je suis libre d'avorter si je veux. Mhm. Je suis libre aussi de vendre mes organes. C'est un choix. Je suis libre de me vendre moi-même en tant qu'esclave. Ouais, alors c'est rare quand même, hein. Enfin... Je suis libre de coucher avec qui je veux, même si je suis extrêmement mineur. Ou si je veux coucher avec des gens extrêmement mineurs, par réciprocité. C'est leur liberté. Mhm. Je suis libre de me battre pour de l'argent contre d'autres malheureux qui n'ont pas d'argent. Oui. Parce que ce que j'ai lu, la pédophilie et les combats de porc, ça a l'air de leur tenir beaucoup à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le thé, le whisky, La pédophilie. la drogue, le port d'armes, la pédophilie et les combats de clodo. Bon. Voilà. Non, mais ça revient régulièrement dans ce que j'ai lu. Et dans ce contexte-là, on peut comprendre que les impôts, ce soit pas vraiment leur truc. Oui, effectivement. Puisque tout devrait pouvoir se régler par des initiatives privées. Et ils mettent l'accent beaucoup sur la charité qui est, il est vrai, pour le coup, est très développée aux États-Unis. Mhm. Il y a beaucoup de charité privée. La société n'est donc que la somme des individus Mhm. qui décident de se lier ensemble par contrat et qui gèrent ensemble les risques de la vie en société. Bref, on paye pas les pompiers pour la ville, chacun paye un abonnement contre le feu Ok. à une agence de nettoyage des flammes. Ouais, ok. Ça ne peut que fonctionner. C'est clair. C'est clair. Il n'y a aucune faille. Et qui est-ce qui construit les routes, du coup? C'est les citoyens entre eux qui décident qui se cotisent. spontanément. Voilà, Mhm. spontanément. Mais si tu veux pas, tu payes pas. Mais tu peux les utiliser quand même. Ah pas forcément. Oui, elles sont propriétaires de quelqu'un. oui. De propriété de quelqu'un.
Pour te donner une idée, le Parti libertarien américain, donc, qui a été fondé en 71, il compte 500 000 adhérents. À peu Quand près. même, putain. Son candidat aux élections de 2020, c'est Joe Jorgensen, qui a fait 1,18% des voix, ce qui en fait le troisième parti américain. Ah, devant les verts, là? Et le record, c'est en 2016, et c'est 3,28%. C'était qui, le candidat? C'était... je me souviens plus de son nom. C'est pas Rand Paul, là, ou Rand Paul Non, c'est ni Ron ni Rand Paul. C'est... à un moment, il n'y a eu pas de Buchanan, il me semble, chez eux. Oui, mais c'était un... Bah, ils sont en général plutôt à droite. Hein. Oui, Chez eux, j'avoue que j'aime beaucoup Vermine Suprême. Vermine Suprême, c'est son nom de baptême? Ouais, c'est un candidat chez eux qui est une sorte d'artiste de performance, un peu loufoque, qui se présente aux élections sous la bannière libertarienne et sous une botte. Ah oui, je l'ai déjà vu. Et avec une botte sur la tête, là. Avec une botte sur la tête et une brosse à dents géante, qui représente son idée de rendre obligatoire le brossage des dents. Ah, donc on peut rien imposer par la violence, sauf le brossage des dents. Non, mais tu vois, c'est de la parodie. Ah oui, d'accord. Du méchant État qui t'oblige à te brosser les dents. Ouais, mais parce qu'il y a du fluor, et puis ça permet de contrôler les esprits. Bah ouais, et puis comme tous les étatistes, il va promettre des miracles avec l'argent des impôts, comme donner à tout le monde des poneys, et de financer la recherche sur le voyage dans le temps pour aller tuer bébé Hitler. Ouais. Ouais. Il y a un message fort hein, qui c'est... ouvre les yeux sur le dérive du monde étatiste et l'autoritarisme en place. C'est vrai, on dirait l'UPR, C'est un petit peu ça. Le parti qui monte. paraît-il. Pour nos amis lecteurs, le livre le libertarien par excellence, c'est Atlas Shrugged, ou La révolte d'Atlas, dans la langue d'Alain Madelin. La grève, en fait. Il y a 2 titres. Mm. Il y a Ouais. la grève, puisque tu nous l'as sorti pour le mettre sur la table. On en a parlé juste avant de commencer à enregistrer. Et donc, il a été publié en 57 par Ayn Rand. Bon, pour la faire courte, en plus tu l'as lu, presque. J'ai pas fini parce que, pour spoiler alert, c'est chiant. C'est chiant et c'est pas très bien écrit. Non, et c'est n'importe quoi. Donc, c'est une sorte d'histoire d'amour entre une héritière d'une compagnie de chemin de fer et un mania de l'acier, Mhm. qui sont poussés dans les bras l'un de l'autre par la malfaisance des médiocres incapables d'entreprendre aussi bien qu'eux, Voilà. et l'oppression d'un État toujours plus régulateur qui assèche les grandes entreprises pour nourrir les pauvres. Voilà, tout à fait. C'est à peu près ça. Les méchants, donc, ils sont opprimés. Heureusement, ils vont trouver la société idéale, qui s'appelle dans le livre Le Ravin de Galt, Mhm. donc de John Galt, qui est une ville utopique où se sont réfugiés les grands chefs d'entreprise et où ils vivent sur des principes anarcho-capitalistes. Alors, il faut voir aussi, c'est qu'il y a un petit moment où ça part dans la science-fiction, parce qu'ils trouvent un moteur qui génère de l'énergie. De l'électricité à partir de l'air. Voilà. Et du coup, ils se disent, ouais, c'est cool. Et puis, donc, dans le ravin de Galt, ils utilisent ça pour faire de l'énergie. Mais l'État veut leur piquer un moment. Oui, bah oui. Bah, le méchant État, il veut Bien en sûr. faire profiter tout le monde, Voilà. plutôt que juste les gens qui l'ont inventé. Et donc, bah, dans cette ville, tout n'est finalement que échange commercial, Mhm. dans la joie et la bonne humeur, pendant que le pays autour d'eux s'effondre sous le poids de la compétence descendant. Voilà. Heureusement, le fondateur du ravin finira par dire « c'est plus tenable, je vais sortir et je vais aller sauver le monde ». Voilà, John Galt, super. John Galt, ça se termine sur un discours de 60-70 pages politique où il explique ce qu'il veut faire. Donc, je n'ai pas lu. Et je regrette un petit peu. Je vais peut-être reprendre juste pour ce discours, parce que je sens que je vais beaucoup rire. Spoiler, on ne sait pas comment ça se termine parce qu'il n'y a pas l'implémentation. Non, bah non, parce que ça finit sur un espèce de... Parce que j'ai lu la dernière page quand même, histoire de cliffhanger où ils dessinent le signe du dollar, parce que c'est le signe du dollar, c'est leur signe de reconnaissance entre les mecs qui sont les Galtiens. Et donc ils dessinent ça sur le sable et ils laissent la jeune héritière, qui est plus si jeune que ça d'ailleurs, parce que ça dure des années hein, le truc, en lui disant t'inquiète pas, tout va bien se passer, et il part vers l'infini. Ouais, des années avec des rebondissements économiques sur quelle ligne de chemin de fer il faut prendre et est-ce qu'il faut financer celles qui sont structurellement en déficit. Ouais, c'est des trucs... Avec l'État qui te force à faire les lignes qui servent à pas grand monde. Voilà, et puis un Ouais. nouvel acier, parce qu'ils ont inventé un Oui. acier aussi. Bref, tu auras compris, s'il y a 2 partis qui étaient faits pour s'entendre, c'est bien Grafton et les libertariens. Oui, Ça tombe bien parce que en 2004, un petit groupe d'activistes libertariens cherche un endroit où s'installer pour fonder leur petit coin de liberté. Mhm. Le New Hampshire et sa devise vivre libre ou mourir, bien entendu, ça les attire. ouais. Mais
ça casse un peu le côté conte de fées. Ils vont pas tout de suite regarder Grafton. Parce que bon, c'est pas la première ville que tu regardes quand tu regardes le New Hampshire. Non, c'est vrai. Mais comme ils visitent le coin, ils vont visiter plusieurs villes qui leur paraissent pas très bien. Et ils finissent par arriver à Grafton. Et là, il y a deux choses qui vont les séduire. D'abord, il y a un côté géographico-démographique. La taille de la ville, son urbanisme. Mhm. Elle est petite, il n'y a pas de vrai centre. À Grafton, il y a un magasin, qui est une sorte de supérette, débit de boissons, station essence, vendeur d'armes, j'imagine, Bah, oui. qui est perdu dans les bois. C'est une ville qui est peu active politiquement. Bref, tu as à la fois la liberté de t'installer, l'idée que tu vas peut-être pouvoir prendre le pouvoir, puisque tu n'as pas beaucoup de gens finalement, et à Grafton, bah, tu n'as aucun empêchement chiant du type plan d'urbanisme. Oui, des trucs qui... Bon. Voilà. Donc, ça veut dire en pratique que tu peux y poser ce que tu veux, du château à la yourte. Et on va aussi y mettre des containers qui sont transformés en habitation pour faire un peu esthétique au fond de la forêt. Mais tu dis château, il y a vraiment un mec qui a construit un château? Alors non. Mais on a eu des yourtes, des trucs un peu étranges, on va en parler. Et donc, cet aspect-là, le fait qu'il y ait une petite population, ça fait que c'est intéressant. À côté, il y a aussi sur place un mec qui s'appelle John Babiarts. Mhm. Et lui, c'est le pompier. Enfin, le pompier volontaire, parce que sinon, il faudrait payer des impôts et tout ça. Ouais, donc c'est relou. Mais il reçoit les abonnements contre le feu, du coup, non? Non, il est juste volontaire. D'accord. Et je crois qu'on lui paye un peu une voiture. C'est sympa. Enfin, un camion. Un petit camion. Qui est souvent en panne. Bon, il est aussi développeur informatique dans la vie, parce que... Ça va de pair. non, mais bien vivre aussi. Oui. Et surtout, il est plutôt du côté du groupe qui va recevoir, du groupe de libertariens, puisqu'en 2000, il a récolté 1,16% à l'élection du gouverneur, sous l'égide du Parti libertarien. Donc lui, il est plutôt pour ce projet en soi. Le leader charismatique au premier pas de la colonisation, à Grafton, c'est un mec qui s'appelle Larry Pendervis. Mhm. Pour lui, la liberté, c'est capital, comme pour les autres. Il va le crier haut et fort. Enfin, surtout l'écrire haut et fort. Sur des forums, sur Internet, ouais, d'accord. sur des blogs. Enfin, voilà, c'est exactement ce type de mec. Et donc, les habitants de Grafton vont pouvoir lire son projet de vie merveilleux, loin d'une oppression étatiste, là où les gens seraient libres de vendre leurs organes, de se provoquer en duel et d'organiser des combats de pauvres. Donc... Ça aussi. Lui, il est particulièrement dans le combat de pauvres. Et il a une autre petite lubie. C'est un fervent défenseur du cannibalisme consensuel. D'accord, oui. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Si tu veux que quelqu'un d'autre te mange, c'est ton problème. Le fait est. Voisin idéal. Tout à fait. Bon, il va pas rester longtemps sur place, malheureusement. Il peut se faire bouffer. Est-ce que, faut voir un peu que les gens qui arrivent, c'est un peu la crème de la crème des forums américains. Oui, donc des gens pleins de bienveillance et... Exactement, plein de joie de vivre et pas du tout d'aigreur. Et c'est des gens qui ont tendance à pousser leur logique libertarienne à fond et qui supportent pas vraiment la contradiction. Et qui portent des armes. Ils portent des armes et qui sont pas vraiment les gens les plus sociaux. Donc ça s'engueule très vite, ça se traite d'étatiste dans tout ça. C'est la grande insulte dans le mouvement libertarien, étatiste. Donc communiste, c'est fini quoi. S'il y a un mec qui te traite de communiste, il tire dessus. Non, quoi. mais là c'est beaucoup trop loin. Mais ça va être 200 personnes quand même qui vont débouler dans une ville qui fait 1000 habitants à l'époque, donc ça chamboule pas mal de trucs. Ouais. Et au passage, ça va chambouler aussi un peu la démographie, parce que les gens qui viennent sont essentiellement des hommes. Bizarrement. Qui viennent se regrouper au fond des bois. Pour se taper dessus. Pour s'engueuler. Tranquille. C'est un peu particulier. Surtout que chez eux, c'est pas vraiment tous des milliardaires. Donc on va voir aboutir, enfin, voir pas trop, parce qu'il y a la forêt, ça cache. Mais des sortes de bidonvilles. Un peu partout. Par exemple, tu as Adam Franz qui va gérer la Tent City. Donc, une ville de tente. Voilà. Un camping, quoi. Ça, c'est plutôt la frange survivaliste qui vient y vivre des rêves frugaux d'une existence calme et apaisée. Bon, en vrai, c'est plutôt la frange survivaliste de banlieue.
De banlieue pavillonnaire même. C'est-à-dire celle qui sait pas cultiver la terre, mais qui aime les flingues. Oui, Donc en fait, ça va plutôt être une sorte de communauté de chasseurs-cueilleurs. d'accord. Et ils chassent au M16, je suppose. Bon, ils chassent avec ce qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, enfin, comme ils chassent, comme ils ont des gros flingues, ça fait un peu boule de neige parce que les flingues vont devenir de plus en plus apparents jusqu'à être partout dans la ville. Et bah, au fur et à mesure, quand tu vois tous tes voisins qui ont un flingue, Ouais, t'en prends aussi, quoi. tu te dis, bon, peut-être que je vais peut-être pas être le seul à avoir un canif, quoi. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas un qui se soit mis à se balader en armure complète, tu vois, avec une épée et tout, et faire non, je fais ce que je veux de mon corps. Il y en a un que j'aime bien, c'est John Connell. John Connell, c'est un ouvrier dont les poumons ont été brûlés au travail. Je crois qu'il bossait dans une usine de caoutchouc, un truc comme ça. Enfin, un truc bien dégueulasse, quoi. Malgré ça, il reste convaincu que la réglementation, c'est le mal. Logique. Logique. Et lui, il va être un peu plus mystique que Homme des Bois. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler ses économies pour essayer de trouver un bâtiment à Grafton. Mhm. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a un qui est à vendre et qui est spectaculaire. C'est l'église de la ville. Ok. Bah oui, parce que l'église, la municipalité trouve que l'entretenir, ça coûte cher. Mhm. Pas, ça plus que $0. Donc De c'est toute cher. façon, comme ils n'ont pas d'argent, vu qu'ils payent pas d'impôts, les mecs. C'est ça, c'est qu'il faudrait payer des impôts. Oui, bah oui. Donc ils la mettent en vente. Mais le pasteur du coin, enfin le tronc enfin, de la quête, quoi. C'est pas comme ça qu'on répare les églises, normalement? C'est comme ça qu'on veut faire croire qu'on répare les églises. Enfin, en tout cas, en France, ce sont les municipalités qui réparent les églises depuis la loi de 1905. Donc, il va racheter l'église et on va avoir un nouveau pasteur pour ce troupeau de brebis de la liberté, qui est John Connell lui-même. Parce que... Parce qu'il a acheté l'église, donc voilà. Puis il est allé sur Internet, il a eu un brevet de pasteur. voilà, il a un goût prononcé pour les sculptures en matériaux de récupération et pour le violet, Le violet. la couleur, qu'il va D'accord. mettre un peu partout dans l'église. Voilà. C'est la couleur du chakra couronne. Et les chansons contre le gouvernement. Ça fait partie, apparemment, c'est le cœur de ses prêches. Ouais, l'Ave Maria et vivre libre ou mourir, je veux dire. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que ces mecs-là, ils sont complètement bornés dans leurs principes. C'est-à-dire que Connell, si tu veux, il peut pas payer d'impôts. Mhm. Bon, comme les autres. Sauf que lui, il a une église. Mhm. Et donc, il va dire qu'en tant que religion, Ouais, parce que les la religions, chaîne, enfin, il n'y a pas de raison qu'il paye des impôts, puisque les autres en payent pas. Ouais. Religion. puisque les autres religions en payent pas. Là, ça va poser un petit souci à nos amis libertariens. Parce que philosophiquement, enfin, ils sont plutôt d'accord pour ces exemptions-là. Mais à chaque fois que tu as une personne de moins qui paye l'impôt, Mhm. bah, ça veut dire que il faut que tous les autres en payent un peu plus. Mhm. Ah, donc ils payent quand même un petit peu d'impôts, les mecs. Ouais, ils payent quand même un petit peu d'impôts. Ils payent, je sais plus, 2 ou 3 fois moins que ce qu'il les villes autour. Et la solution qu'ils vont trouver, c'est de dire, ok, on veut bien que tu payes pas d'impôts en tant que religion, mais il faut que tu sois reconnu comme une religion. Mhm. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que Connell il a parlé au gouvernement, à l'IRS en l'occurrence. Ouais. Et lui, il veut pas, Bah oui, parce que... parce qu'ils ont aucune légitimité. Logique. Et donc ça va s'enliser comme ça. Avec des impayés d'impôts qui vont s'accumuler. Ouais, mais comme ils ont pas le droit de faire de la violence sur quelqu'un, ils peuvent pas le forcer à payer. Non, pour le moment, ils peuvent pas le forcer. Donc ça va s'enliser. Une sorte de statu quo. Les choses se passent pas tout à fait comme prévu. Hein. La seule chose qui marche, c'est les coupes drastiques dans le budget de la ville. C'est bizarre, ça marche toujours, Là, ça. si tu veux, déjà que c'était pas une ville très très riche, Mhm. là, on va en 10 ans diminuer de 25% le budget de la ville Mhm. pour une population qui augmente de 18%. Tout va bien se passer. Donc, forcément, on oublie toutes les frivolités comme les décorations de Noël, les feux d'artifice pour l'indépendance, tout ça. Les frivolités comme l'éclairage public. Réparer les routes, Exactement. les pompiers, bah non, de toute façon, les pompiers, Le comité d'urbanisme, par exemple, il va voir son budget passer de $2000 par an à 50. Ah, il doit être content, l'urbaniste local. Voilà, pendant que les routes commencent à se dégrader, hein, on a les nids de poules qui apparaissent, bref, un paradis libertarien. Et, Dans le- attends, et aucun se prend comme ça de réparer les routes tout seul, puisque c'est un peu le principe quand même, c'est qu'il faut qu'il y ait un... Euh,
Ouais, ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. C'est que ça marche bien. De côté, on coupe les impôts, ça marche très bien. Hein. Si tu veux, aussi dans les bureaux de la ville, bah, t'as des fils électriques à nu au départ. Hein. Puis après, t'as plus d'eau chaude. Non. Qui a besoin de Puis après, chaude? il pleut. Bon, il pleut à l'intérieur parce que le toit est défoncé. Mais au moins, on file pas tout notre argent à l'État. Bah voilà. Mais comme tu le disais, malgré ces succès encourageants, tout se passe pas exactement comme prévu. C'est-à-dire que ce système privé de coopération, il est un peu lent à se mettre en place. C'est ça. La responsabilité, tu vois, de tous, la responsabilisation qui vient avec cette décision de vie en communauté, par exemple, va faire passer le taux de recyclage de 60% à 40%. Étrangement. Il va aussi faire passer le nombre de gens fichés pour abus sexuels de 8 en 2006 à 22 en 2010. Oui, mais par l'État, donc ça compte pas. C'est ça. Bon, au point de vue des succès, on peut quand même noter que le premier laboratoire de méthamphétamine de la ville va être démantelé en 2006 et qu'en 2011, on aura le premier meurtre. Enfin, en l'occurrence, double meurtre, hein, puisque c'est 2 mecs qui ont été accusés de parasitisme par leur 3e colocataire qui leur a tiré dessus, dont un sur lequel il a tiré 16 fois. Non. Dans Enron, là, à Slash Rock, parasite, c'est la pire des insultes, quoi. Et c'est le premier meurtre à Grafton de mémoire d'homme. Sérieux? On pourra quand même noter que, malgré tout, il y a un budget qui va passer de $275 en 2004 à $9 400 en 2011. C'est le budget dédié aux affaires juridiques. Parce que, bizarrement, ils sont un peu chiants et ils aiment bien quand même aller en justice, nos amis libertariens. Mais ouais, il semblerait que ce soit un peu leur truc. Ils aiment pas l'État, sauf pour les tribunaux. Et dans ce paradis, qui est en train d'émerger sous nos yeux, un petit grain de sable va venir faire derrière un peu cette belle mécanique. Un petit grain de sable un peu poilu. Laissez-moi vous présenter l'ours noir. Alors, l'ours noir, c'est un animal un peu craintif d'ordinaire, mais qu'on a plutôt intérêt à laisser tranquille. C'est un ours, quoi. Ouais, les mâles font autour de 150 kg, même si les plus gros spécimens qu'on a vus faisaient 400 kg, 2 mètres de longueur, un coup de patte qui suffit à tuer un cerf adulte. D'ailleurs, sur des courtes distances, il est capable de courir aussi vite que le cerf adulte. Pour lui filer un coup de patte et le défoncer. Et il est capable de sentir de la nourriture à 50 km. Tranquille. Il a 7 fois plus d'odorat que les chiens qui ont le plus d'odorat. Oui, dans les ours, c'est un peu vénère. Sauf que si on en croit un reporter local et auteur d'un très bon livre sur le sujet, qui s'appelle A Libertarian Walks into a Bear, que je vous conseille, parce qu'il m'a beaucoup aidé à écrire, parce que je vous avoue que les sources sur Grafton, New Hampshire sont assez faibles. Les ours des alentours de Grafton sont un peu particuliers. Déjà parce que, un peu comme tous les ours, ils sont intelligents. Et ils arrivent à résoudre des problèmes simples, comme ouvrir une barrière qui les sépare d'un groupe de poulets un peu appétissants. Mais aussi, petit à petit, les gens se sont habitués à laisser traîner un peu leur bordel. Bah oui, puisqu'il n'y a pas de règle. Et donc, nos ours ont assez bien compris que, à côté des humains, il y a de la bouffe. Et du bordel. Il y a du bordel. Bon, de la bouffe un peu inhabituelle, mais nourricière. Si tu veux, comme quand t'as des ours qui vont aller à Tent City pour voler des bidons d'huile de friture usagée. Le délire calorique, je pense que... Ils s'en foutent, ils ont besoin de s'engraisser pour... Bah ouais, mais quand tu bouffes des glands toute ta vie, tu tombes là-dessus. Il y a parfois un peu de la bouffe qui miaule aussi. Puisque, fait rare, à Grafton, les ours commencent à s'en prendre aux animaux de compagnie. Bah oui, en même temps. Le problème, c'est que gérer une population d'ours qui devient hors de contrôle, c'est pas facile. Non. Surtout quand nous, hippies gouvernementaux, on a tendance un petit peu à être pro-ours. Enfin, anti-chasseur, quoi. Ouais. Et l'état du New Hampshire est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont majoritairement dire les accidents qui se passent entre ours et humains, c'est de la faute des humains. Qu'est-ce que tu fais chier à cuisiner de la viande chez toi? Du coup, l'ours, il le sent, il vient. Bah ouais, logique. Et à un moment, ça devient dur à gérer, quoi. Et les habitants de Grafton, ils vont vite se rendre compte que quand t'es pas sur un forum internet, tu peux facilement te draper dans tes principes et troller un peu tout le monde, résoudre ce genre de problème, c'est compliqué. Ouais.
même la question, c'est est-ce qu'on doit résoudre ce genre de problème? Parce que finalement, l'ours est propriétaire de lui-même, fait ce qu'il veut. Oui, et puis chacun fait ce qu'il veut. Mhm. Par exemple, la dame aux donuts, celle qui tous les jours va donner aux ours des céréales saupoudrées de quelques morceaux de donuts. Pourquoi est-ce qu'on lui interdirait de faire ça? Bah oui. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ses céréales. Mhm. C'est chez elle. Alors, t'imagines obliger tout le monde à avoir des poubelles sécurisées? Voilà, attends. Oula. Donc, finalement, ça va être chacun pour soi. Ok. Soit on va nourrir les ours, soit on va se terrer chez soi, soit on va s'armer. Encore plus. On va aussi parler d'une attaque contre des terriers, qui est illégale, hein. Mais bon, Bah, le gouvernement, qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il en sait? Oui, et puis qui il est pour nous dire ce qui est légal ou ce qui est illégal. En tous les cas, cette attaque apparemment n'a pas servi à grand-chose, hein, même si ça a sans doute aidé à faire passer la pilule, parce qu'elle survient juste après la première attaque d'un ours sur un humain depuis 100 ans. Ok, tout se passe bien. Il y en aura 3 en tout. Alors ça paraît pas beaucoup, mais en fait... Bah si, une fois en 100 ans... Ouais, et Du puis coup, après la 3 trois- fois en 4 ans, hein, c'est un peu compliqué. En plus, à ce moment-là, la vie Grafton commence à être un peu moins rose. Par exemple, notre pasteur Mhm. anti-étatiste, il peut plus payer le chauffage de l'église où il vit. Ouais, bah... Ah bah ouais, donc il fait avec les moyens du bord, et donc il va mourir dans l'incendie du bâtiment. Oui, bah non mais la régulation sur Bah, les voilà. aérations et tout, ça sert à rien. Exactement. À Tent City, bah en fait, on va être obligé de mettre des murs tout autour du village de Tente pour éviter les ours. Ben ouais. On passe d'une utopie survivaliste à une sorte de camp d'internement de réfugiés. Ton petit village de tente derrière, derrière des planches de bois et des grillages, c'est pas hyper jovial. Notre pompier, notre ami Babiards, bah, lui, il va se retrouver à être mis au banc de la communauté. Parce qu'il a essayé à un moment d'arrêter un barbecue illégal qu'il trouvait trop proche de matériaux inflammables. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Voilà, qu'est-ce qu'il en sait, lui, le pompier? Donc, étatiste, donc plus personne te parle. Ok, cool. Et on te reprend ta voiture, qui marche pas. Finalement, en fait, c'est les libertariens eux-mêmes qui vont étouffer le projet de ville libre de Grafton. Parce que, en même temps que t'as le projet de ville libre, t'as un projet d'État libre qui se prépare, où les gens signent une pétition en disant ouais, nous, on est prêts à aller vivre dans l'État libre du New Hampshire, où on va faire un peu pareil que Grafton. Et dès que la pétition dépasse 20 000 personnes, on se dit c'est bon, on a le nombre, on y va. Ok. Et donc, ça va se passer autour de l'année 2010, où les libertariens vont aller s'exiler, alors en masse, j'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être pas tant en masse que ça, mais ils vont aller s'exiler au New Hampshire. Mhm. Sauf que ils ont pas de restrictions sur là où ils vont dans le New Hampshire. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça a pas l'air très très cool comme, comme endroit où vivre en fait. Grafton, non? Grafton, non, il y a rien, les routes sont dégueu, les gens se font attaquer par des ours. Non. Et bah, petit à petit, les gens vont déserter Grafton. Aujourd'hui, on est retombé à, donc, comme je disais, à 1100 habitants contre 1300 au départ. La ville est défigurée, hein. L'église a brûlé, le seul commerce local a fermé. Bref, une utopie de plus qui n'a pas porté ses fruits. Bizarrement. Alors ça me... Mais il n'y a pas eu de massacre. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont massacré personne. Bon, ils ont violé des enfants, ils ont fait se battre des clodos. C'est pas beaucoup mieux, mais... Bah, alors, je sais pas où ils ont trouvé les pauvres. Bah, c'est eux, en fait. Non c'est les mecs qui vivent dans des tentes, quand même. Donc... C'est ça, ils vivent... Non, mais ils vivent tous... Enfin, tous non, mais t'as une bonne partie de mecs qui vivent... Enfin, ils sont dans une sorte de misère, mais ils sont contents. Ce qui est étrange avec l'idéologie libertarienne, là, c'est qu'Elon Musk, par exemple, il se dit libertarien. Sauf que du haut de ses 80 milliards de dollars, il peut être libertarien, Bah, oui, rien il à peut être foutre. ce qu'il veut, quoi. Oui. Mais il est pas le seul, en plus. Il y en a pas mal, des mecs richissimes qui Des mecs disent, richissimes qui disent Hé, si je payais pas d'impôts, si je payais pas d'impôts. si je faisais ce que je voulais, vous n'avez rien le droit de me dire. De toute façon, je vais acheter une île. Mais oui, mais en fait, quand t'as rien, C'est dur. ben voilà, c'est dur. Hein. Comme tu disais dans la grève, nos premiers de cordée vont creuser des mines à la main. Mais c'est pour ça que je me suis arrêté, hein, dans ce que je te disais tout à l'heure, mais je me suis arrêté dans le livre au moment où tu as le PDG l'ancien PDG d'une compagnie minière qui a recréé une mine qu'il a creusée lui-même. Et là, tu te dis non, non, je n'y crois pas. Je veux bien suspendre un petit peu mon disbelief, mais là, non.
Voilà, et c'est aussi se dire, mais qu'est-ce qui se passait si en fait tu mettais tous les gens de 4chan au même endroit? Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça marcherait? Est-ce que j'aurais envie d'y vivre? Non. 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 Enfin, pas moi, en tout cas. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Tout le monde est libre, finalement. Voilà, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire en termes d'immobilier à Grafton. Oui, alors il faut pas vouloir des routes. Mais... Voilà, bon, les routes, c'est... Et puis il y a des ours. Eh bien, c'est peut-être sympa si tu leur files des donuts. Oui, non, mais la meuf qui file des donuts, parce que donc le bouquin est très... c'est une galerie de portraits, en fait, et de l'évolution de ces portraits. La meuf qui file des donuts, elle est parfaitement heureuse. Hein. Tous les matins, elle va voir les ours, ils sont à 2 mètres d'elle. Je pense que si tu leur files à bouffer, ils sont pas C'est méchants. ça. Ah oui, et mais du coup, autre truc, c'est que nos amis ours, bah, ils hibernent plus. Puisqu'ils ont à bouffer toute l'année. Oui, bah oui, c'est vrai. Et ils n'ont pas besoin d'hiberner. Ah là là. Je sais pas si t'es allé à Yosemite, mais dans le parc de Yosemite, où il y a des campings, c'est un parc naturel et tout, machin, il y a plein de trucs partout. Attention, les ours, c'est vénère. Ouais. Où ils disent même, ne laissez pas de bouffe. Enfin, si vous avez de la bouffe, il faut le fermer dans des trucs complètement hermétiques pour pas que l'odeur s'en aille, parce qu'un ours, ça ouvre une voiture. Oui. Pas avec les clés, hein, mais ça ouvre une voiture. Donc c'est dangereux. Enfin, les poubelles sont blindées, Ouais. ou tu suspends les trucs dans les arbres. Ah ouais, non, mais c'est hyper violent. Enfin, il faut vraiment faire gaffe avec les ours. Ouais. Bon, en France, ça va, il n'y a pas trop de... Oui, enfin, Un petit peu dans les Pyrénées, je crois. autour de République, Non, ouais, là, ça va. À Paris, ça va. ça va. Bon, et ben, donc on a parlé d'expérience sociale. On parle un petit peu aussi depuis quelques temps de nourriture dans la Oui, c'est vrai. confiture. Hein. On a parlé du babour et du cheese naan, donc des recettes d'émincés de croûte de lépreux à la sauce au pu. C'est ça. C'était pas mal. Donc je me suis dit, on va continuer un petit peu sur cette belle lancée et on va parler de ce qui agrémente, moi, personnellement, tous mes repas, sauf mes petits-déj. Les pâtes. Ah non, Non, on a déjà fait les On pâtes. a déjà fait On les va pâtes. parler du poivre et du piment. Ah, on va aller en Louisiane. On va passer par la Louisiane un petit peu à la fin. Bon, alors, on enfin- embrasse nos amis de Binous USA. Exactement, en Louisiane. Alors, on va parler poivre et piment. On va pas vraiment parler gastronomie, hein, parce que moi, je suis pas un très bon cuisinier. On va rappeler, même si tout le monde le sait, que le poivre est obtenu à partir des baies du poivrier noir, hein, Piper nigrum, en latin dans le texte, Mhm. qui est une liane de la famille des Piperacées. Bon, ça, tout le monde le Oui, sait. ça, donc, c'est voilà. la base. Quoi. Voilà. Et que le La piment... liane à poivre et puis la liane à sel à côté. Voilà, c'est ça, tu secoues un petit peu, puis c'est Comme ça que faisaient les hommes des cavernes. Tout à fait. Le piment, lui, en fait, c'est un nom vernaculaire, hein, piment, parce que ça représente beaucoup de choses. C'est les fruits de plantes du genre Capsicum de la famille des Solanacées. Bon, D'accord. ça, encore une fois, tout le monde le sait, hein, les Solanacées, les aubergines, les poivrons, les piments, donc les patates et les tomates. Enfin, Les bon. courges. Non, Non. courge, pas les Solanacées. Enfin, je crois pas. En fait, j'en sais rien, parce qu'en pratique, moi, l'horticulture, ça me fait un peu chier. En revanche, j'aime bien l'histoire, donc on va parler un peu plus de l'histoire des piments et du poivre. Donc, au néolithique. Ah, l'alien à piment. Alors, non, l'arbre à piment, enfin de la plante de piment. Bah, au néolithique, en Amérique, on consomme déjà du piment, puisque les traces qu'on a retrouvées les plus anciennes, elles datent de moins 7500 ans avant Jésus-Christ. Et on le cultive depuis moins 4000 ans, en Équateur. D'accord. Alors, c'est partout en Amérique, mais que en Amérique, parce que le piment, c'est originaire d'Amérique et il n'y en a pas ailleurs, à Ok. l'époque en tout cas. Donc, en fait, jusqu'à 1492, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Oui, la bouffe, c'est fade. Voilà. Enfin, En Europe, en Europe, la bouffe, c'est un peu fade, et enfin, non, on va voir pourquoi c'est pas si fade que ça, mais en Amérique, bon, ils bouffent du piment, c'est cool, ils ont des tomates, des courges, oui, ils ont des courges, des aubergines, pas nous, de la mégafaune, des bisons énormes. voilà, des et des avocats et des ours. Bon, le poivre, quant à lui, c'est originaire d'Inde, de la côte de Malabar, dans le Kerala, c'est au sud-ouest de l'Inde. Oui. Et c'est cultivé en Inde, donc d'abord, et puis dans toute l'Asie du Sud-Est, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc un peu plus tard, mais depuis longtemps quand même. Hein. Parce que ça voyage, hein, du coup, assez vite. On a retrouvé des baies de poivre dans les narines de Ramsès II, par exemple. J'ai l'impression que Ramsès II, on a tout retrouvé. Oui, c'est son cadavre, on a planqué des trucs dedans. C'était de la contrebande. Pendant qu'on lui a mis quand même après sa mort, hein, le poivre, il se le foutait pas dans le pif pour le plaisir. C'est des trucs qu'on lui a mis dans le... Dans le nez, ouais, après... Tu veux dire, c'est pas qu'on a été gratter son nez pour
Pour trouver des molécules Non, de non, 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 non. capsaïcine ou de trucs comme ça. Non, 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 on a foutu des baies de poivre dans le nez. Ça fait partie du rituel de momification à l'époque. Ça purifie un peu. Oui, bah. Pourquoi pas. Écoute, après les fêtes, Voilà, si c'est ça. vous voulez vous purifier, un peu de poivre dans le nez. Voilà. Donc, a priori, il y a du poivre en Égypte depuis au moins 1213, C'est le date de seul la truc mort de qu'on vous Ramsès. conseille de vous mettre dans le nez. Bon, ouais. Ou du pchit, peut-être. Oui, du stérimar. Voilà, du stéréo. C'est Alexandre le Grand qui va ramener le poivre en Grèce, puisqu'il avait fait un petit peu de tourisme en Inde. Hein. Oui. Et selon Pline l'Ancien, donc au 1er siècle de notre ère, dans l'Empire romain, le poivre est aussi cher que l'or. L'Empire enverrait environ une centaine de navires par an en Inde. Alors en fait, ils envoient une centaine de navires vers Alexandrie. Ensuite, il y a un petit bout à pied jusqu'à la mer Rouge, et puis une centaine de navires qui va jusqu'en Inde et qui revient. Ils n'auraient pas pu creuser le canal de Suez, les cons. Alors il y a quand même un canal à l'époque entre la mer Rouge et le Nil. D'accord. Donc, À l'endroit où c'est le plus court. Donc il y a des barges, quoi, Oui. à un moment. Enfin, pour revenir, en tout cas. Ce qui fait quand même que, selon Pline l'Ancien, il y a entre 50 et 100 millions de sesterces par an qui sont dépensés par Rome en poivre. Ok. Ce qui fait pas mal, hein, quand même. Bah, ça fait à peu près 70 milliards d'aujourd'hui. Non, j'ai regardé, mais tout le monde, ils sont pas d'accord. Les historiens sont pas d'accord sur le prix du sesterce. Bon, je comprends pas. Toujours est-il, donc à Rome, on mange poivré. Enfin, quand on est riche, en tout cas, on mange poivré, parce que donc c'est aussi cher que l'or. On appelle ça l'or noir. C'est le premier or noir. Oui, il y en aura beaucoup d'autres. Il y en aura d'autres. Enfin, puis c'est cher parce que ça vient de loin, hein, l'Inde. Oui. Bon, voilà. Et puis que la navigation dans la mer Rouge ou dans la mer Méditerranée, à l'époque, c'est quand même un petit peu la roulette russe. Donc, voilà. Il y a des pirates. Il y a des pirates, il y a des tempêtes. Enfin, Et puis, on ne sait pas faire vraiment des bateaux. voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même traverser l'océan Indien, quoi. Donc, bon. Après la chute de Rome, pendant 2 siècles, la bouffe, elle doit être hyper fade en Europe parce que On arrête. la route de l'Inde est un peu coupée, hein, puisqu'il n'y a plus Rome pour s'en occuper. Mais les Arabes prennent Alexandrie en moins 642 et puis reprennent le bise. Et personne ne s'est dit encore, tiens, si on plantait les arbres plutôt que de faire des allers-retours. Alors, il faut voir que la liane de poivre, ça pousse dans les pays tropicaux, mais pas trop ailleurs. C'est quand même un peu compliqué de faire pousser du poivre. Hein. On va y D'accord. revenir un peu plus tard. Donc, les Arabes reprennent le bise entre l'Inde et Alexandrie, et très vite, les Italiens font le reste du chemin, donc entre Alexandrie et le reste de l'Europe, et surtout Venise et Gênes, on en a déjà un peu parlé. C'est comme ça qu'ils roulent dans le pognon, hein, quand même, à Venise et à Gênes. Donc ça, c'est le Moyen-Âge, hein, en gros. À l'époque, la richesse d'un noble s'est évaluée à la taille de sa poivrière. D'accord. Ah, c'est pour ça que t'as des poivrières gigantesques. Je suppose. Et à Venise, et puis dans une partie de l'Europe, quand tu n'as pas d'argent sonnant et trébuchant, tu peux payer en poivre. D'accord. Tu payes en épices, ce qui est devenu payé en espèces aujourd'hui. Ah, et ce qui est devenu l'épice dans tous les trucs de science-fiction. Ouais, peut-être. Dans Star Wars, c'est de la drogue, mais bon. Dans Dune, c'est un peu de la drogue aussi. Ouais, dans une, c'est un peu de tout. Bon, on va y revenir, parce que, donc, il y a un peu un monopole entre la première partie du voyage, c'est les Arabes, donc, et après, c'est les Vénitiens. On en a déjà parlé, au XVe siècle, les Portugais se disent qu'on pourrait peut-être contourner l'Afrique, Oui. par exemple, donc ils découvrent qu'effectivement, on peut le faire. Et ils vont jusqu'en Inde, ils se mettent à acheter donc les épices, parce qu'il n'y a pas que le poivre, il y a aussi notamment le clou de girofle et la noix de muscade, qui coûtent hyper cher, qu'ils achètent donc en Inde et en Indonésie, et qui ramènent en Europe. Oui. Du coup... Explosion dans les palais européens. Voilà, les mecs sont là genre, waouh, Attends, la bouffe, il peut se passer des trucs. c'est incroyable. Et puis, au même moment, on découvre l'Amérique, parce que au même moment, à quelques années près, Christophe Colomb va donc en Amérique, et dès son premier voyage, il parle de piment, dès le deuxième, il ramène des recettes et tout, et en fait, dès le XVIe siècle, le piment, et puis la tomate et tout ça, ça ramène en Europe. Donc là, les gastronomes européens sont là, mais attends, Explosion de tête. quoi, on a bouffé que du navet et des oignons depuis 1000 ans, on pouvait bouffer autre chose. Et en 1650, par exemple, donc, tu vois, un siècle et demi plus tard, on cultive le poivron ou le piment en Italie, en Angleterre, au Pays Basque, le piment d'Espelette, et en Hongrie, par exemple, le paprika. Oui. Parce que l'avantage du poivron, enfin du piment, la plante des solanacées, de manière générale, c'est que ça pousse partout. C'est pas relou comme le poivre ou la noix de muscade ou le giroflier. Ça s'adapte bien. Donc, super. Ce qui fait baisser un petit peu le coût du poivre, parce que du coup, le piment, le piment, c'est le poivre du pauvre.
C'est-à-dire que ça a un petit peu moins de goût, mais ça pique pareil. Donc, c'est cool. Bon, ça fait baisser un peu le prix du poivre, pas tant que ça. Ça reste quand même vachement rentable d'aller jusqu'en Inde. Donc, on a déjà parlé, après les Portugais, c'est les Hollandais qui ont le monopole, hein. Surtout sur la noix de cajou et le clou de girofle. Et on continue à le faire par bateau et on fait pas... Ah oui, ça va plus vite quand même. Parce que maintenant, on a des bateaux qui roulent bien. Ouais, mais tu peux avoir des trains. Ah mais non, on est encore au 17e, là. On n'a pas encore de train, là. Attends. Des chameaux un peu perfectionnés. Des chameaux à réaction, je sais pas. Bref, donc c'est la compagnie hollandaise des Indes orientales, on a déjà parlé, hein, qui fait donc que les Provinces-Unies roulent dans le poivre et le pognon. Et la tulipe. Et la tulipe, du coup. Ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Donc ça crée des convoitises. On a parlé de la compagnie des Indes orientales britanniques, qui va conquérir l'Inde. Bon, on fait du poivre, hein, mais on fait pas de clou de girofle et noix de muscade, mais voilà. Et puis les Français vont se dire, nous aussi, on va faire une compagnie des Indes orientales. Parce que, sauf que tout est déjà un petit peu pris. Donc, ils font quelques comptoirs en Inde, hein, Pondichéry, trucs comme ça. Et puis, ils s'approprient l'archipel des Mascareignes au XVIIIe siècle. Enfin, c'est en plusieurs fois. Parce que, en fait, l'archipel des Mascareignes, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'île Maurice et l'île de la Réunion. Oui. Mais qu'à l'époque, on appelle l'île de France et l'île Bourbon. Puisque c'est là que pousse la vanille Bourbon. Par exemple. Enfin, que poussera, parce qu'à l'époque, non. Au début, en fait, le problème des Mascareignes, c'est que stratégiquement, c'est pas mal. Sur le chemin entre l'Europe et l'Inde, c'est un peu au milieu et tout, ça permet de faire une escale, c'est cool. Mais il pousse pas grand-chose de spécial, quoi. C'est-à-dire que c'est fertile, mais à part ça, bon... c'est une île, quoi. Si tu veux qu'il y ait des trucs qui poussent, il faut que tu les ramènes. Voilà. Or, les colons français, et puis les employés de la Compagnie des Indes orientales françaises, développer une île, c'est pas trop dans leur projet. Un port, bon. Ouais, un port, ça va, donc ils déforestent pas mal. D'ailleurs, ça pose certains problèmes, on va y revenir. Il y en a qui sont obligés de rester, donc du coup, ils déforestent aussi pour faire des maisons. Des maisons, voilà, des belles propriétés. Et puis des bars. Ouais, mais c'est à peu près tout. Donc, il se passe pas grand-chose de plus. Et la France... Un port sans son bar, c'est triste. C'est triste. Mais donc, la France, dans cette espèce de course à l'épice et au poivre, se trouve un petit peu le bec dans l'eau. Hein. Mais c'est là que va intervenir le véritable héros de notre histoire, l'homme qui, à lui tout seul, a brisé le monopole hollandais sur les épices et qui a démocratisé donc le poivre en France et ailleurs. J'ai nommé Pierre Poivre. Vraiment, le mec s'appelle Pierre Poivre. Alors, poivre, de l'œuf et de la poule, c'est le poivre avant Pierre Poivre. Hein. Oui. Il se trouve que dans ses ancêtres, il y a eu des épiciers à un moment. D'accord. Donc, ils ont pris le nom de poivre. Parce que... Et dans ses descendants, j'imagine qu'il y a des présentateurs télé. On va en reparler. Donc, Pierre Poivre, c'est le fils aîné de Hilaire et Marie Poivre, qui sont des modestes marchands de soie à Lyon. Il naît en août 1719, à Lyon donc, et il fait ses études chez les frères missionnaires de Saint-Joseph à la Croix-Rousse, à Lyon. Et donc, apparemment, c'est un élève modèle. Hein. Il passe son temps à étudier, même quand il n'est pas en cours. Ce qui fait qu'à 16 ans... Ce qui fait qu'il n'a pas d'amis. Non. Et il n'a pas d'enfance non plus. Il y a un de ses biographes qui dit non, de toute façon, il n'a pas eu d'enfance. Voilà, mais commençons directement à ses 20 ans. Non, mais à 16 ans, il est diplômé. Puis, mention très bien, quoi. Tu vois ? Ce qui est cool pour lui. Mais ça fait que les jésuites, qui sont aussi dans le même machin là pour étudier, qui n'ont pas 16 ans, qui sont un peu plus vieux, ils passent pour des branleurs. C'est toujours la même histoire. Voilà. Donc, ils sont un petit peu vénères. Donc, ils essayent de faire virer Pierre Poivre. Bon, il y a un petit compromis qui se fait entre les frères missionnaires et les jésuites. Plutôt que de le virer, on va l'envoyer à Paris, donc chez les frères missionnaires des missions étrangères, au séminaire, en fait, des missions étrangères. Et en fait, de ce petit épisode adolescent, hein, il veut garder une misanthropie et une haine de tout le monde. Non, alors c'est pas tout à fait ça. En fait, on va en tirer deux caractéristiques fondamentales de Pierre Poivre. Il est brillant et déterminé, hein, ça, voilà. Et il est pénible. Et personne l'aime. Mais bon, à Paris... Il aurait pu s'installer à Grafton. Oui, peut-être. Bref, non, pas vraiment, parce qu'on va voir qu'il a besoin quand même d'autres gens autour de lui. Ah bon, à Paris, il se forme donc pour devenir missionnaire, donc chez les séminaires des missions étrangères. Et puisqu'il passe son temps à étudier, quand il étudie pas Jésus, il étudie la botanique, l'histoire naturelle, l'agriculture, le dessin, la peinture, enfin, il fait plein de trucs. D'accord. Il est un peu pénible. Les gens autour de lui sont un peu chiants. Voilà, c'est ça.
Et puis à 20 ans, il est diplômé, il sait plein de trucs, et donc faut y aller maintenant. Oui, maintenant il va falloir sortir. Voilà. Donc il s'embarque pour la Chine, et il arrive à Canton. Bon, très vite, il se rend compte que les Chinois, ils sont pas hyper inspirés par Jésus, s'en foutent. Mais bon, il va en profiter pour apprendre la langue, ce que tous les Européens font pas Oui. à Canton. Et puis, Comme ça, au moins, les gens vont continuer à pas lui parler, mais dans la langue. mais dans la langue. Et puis, il étudie un peu le commerce, la flore locale, Bon, il étudie. Il fait un peu l'ethnologue, l'anthropologue, tout ça. De Canton, il va ensuite aller à Macao. Pas beaucoup plus de succès avec Jésus. Puis ensuite au Vietnam, où tout le monde s'en branle un peu encore de Jésus, mais il découvre d'autres trucs, il apprend une autre langue. Ça va, finalement, c'est sa vingtaine, tu vois, les voyages forment la jeunesse, tout ça. C'est ça, il n'a pas besoin, a priori, on s'attend pas à ce qu'il ait des succès fulgurants, de toute façon. Voilà. Non, mais au niveau de Jésus. Ah oui, non, ça, pas trop. Bon, il y a quand même un petit moment où c'est supérieur, ils lui font, bon, écoute, vieux, t'es quand même pas venu là pour ramasser des fleurs, donc faut que tu fasses quelque chose. Il le renvoie en France. Alors, ce qu'il accepte assez facilement, Pierre Poivre, parce qu'il se dit, comme ça, je vais devenir évêque, et puis je vais revenir en tant qu'évêque. Et alors là, les Vietnamiens et les Chinois, ils vont dire, ah oui, bien sûr, c'est Jésus. Bon, donc en 1745, donc ça a duré 5 ans, son histoire là. 1745, il embarque de Canton sur un navire de la Compagnie française des Indes orientales. Donc c'est pas le premier voyage en bateau qu'il fait, mais c'est le Oui, au moins il a fait l'aller. Oui, il a fait l'aller, puis de Canton au Vietnam, il n'est pas allé en bateau. Mais c'est le premier voyage où on va découvrir la dernière caractéristique fondamentale de Pierre Poivre. Il a la poisse. Surtout quand il prend la mer. Donc là, en l'occurrence, son navire, enfin c'est plusieurs, c'est un petit... ils sont 3 ou 4 navires, mais c'est des navires commerçants, se font attaquer par 2 navires de guerre anglais au large de l'Inde. Bon, Pierre Poivre, c'est pas un soldat, mais il fait un petit peu le malin, il reste sur le pont, il tire avec son fusil contre les navires anglais. Et puis à un moment donné, il essaye d'arrêter un boulet de canon avec sa main droite. Il n'y arrive pas. Donc il perd sa main droite. Et puis il se vide de son sang, parce que voilà. Oui, parce qu'au bout de la main... il y a le bras. Bon, les Anglais gagnent, parce qu'il n'y a pas vraiment de défense. Enfin, c'est 2 navires de guerre contre des navires qui ne sont pas de guerre. Sympa, ils décident quand même de le soigner, Pierre Poivre, parce qu'il n'est pas mort. C'est bien. C'est ça, la beauté du combattant, c'est qu'à la fin, tu es capable de tendre la main à ton ennemi. La main gauche, en l'occurrence, mais ouais. Bon, sauf que ça fait quand même 24 heures entre le moment où il a perdu sa main et le moment où on commence à le soigner, donc il y a un petit peu de gangrène, donc amputation, quoi. Ouais, hop, on perd le bras. Donc le chirurgien ampute, mais au moment où il a fini l'amputation, il est en train de suturer, il commence à suturer. Là, tout le monde crie sur le bateau. Attention, incendie dans la cale, là où il y a la poudre. Donc tout le monde se jette à l'eau, sauf Pierre Poivre, parce que lui, il vient de se faire couper le bras, mais le chirurgien se jette à l'eau. Et donc Pierre Poivre, il se vide de son sang. Il se trouve que... Et c'était le mauvais bras. Oui, il se trouve que... C'était vraiment le mauvais bras? C'est le bras droit, quoi. Le mec était droitier, donc il a dû apprendre la main. Non, je me disais, le chirurgien s'est trompé de bras. non, pas à ce point-là. Ouais, il y avait un indice sur le fait qu'il y en avait un qui n'avait pas de main. Bon, si on parle de cette histoire, c'est que le bateau n'a pas explosé. Oui. Donc le chirurgien a remonté à bord, a suturé Pierre Poivre, là, lui a quand même laissé une cabine pour se remettre, cabine qui n'a pas de toit, et comme c'est la mousson, il pleut tout le temps. C'est quoi le concept de cabine qui a pas de toit? Il y a un toit, mais disons qu'il a un peu souffert de la bataille, donc ça lui pleut dessus. Bref, un voyage sympa. Les Anglais ont donc gagné 3 navires, mais ont aussi des prisonniers français pour qui ils n'ont pas de nourriture. Donc plutôt que de les ramener jusqu'en Angleterre, c'est loin, ils les emmènent à Batavia, en Indonésie, donc ce qui va devenir Jakarta, qui est tenu par les Hollandais, mais bon, à l'époque... Comme son nom l'indique. Oui. Qui est donc un peu le... On fait de la salade, quoi. Non, mais le siège de la compagnie, le hub local de la compagnie des Indes orientales hollandaises. Donc Pierre Poivre, il s'attend à trouver une cité florissante. Mais en fait, non, c'est un cloaque, parce que... le climat est pas hyper... Le climat est pas terrible, la compagnie des Indes orientales, c'est pas des libertariens, mais ils sont pas là pour construire des routes et des églises, donc c'est le bordel. Lui, en plus, il est en train de se remettre de sa blessure, quand même. Les matelots français, on les fout sur une île en face du port, en leur envoyant du pain de temps en temps, mais c'est tout. Il va y rester 4 mois.
pendant lequel, bon, bah, il est un peu en convalescence, il est pas vraiment prisonnier parce que c'était Ouais. pas un soldat, donc t'es juste, bon, bah, t'es là, vas-y, hein, fais ce que tu veux, mais Ah, donc lui, il a le droit d'être dans la ville, Lily. lui, il est dans la ville. Oui, parce qu'il était ni matelot, ni soldat, il était Parce juste... que les autres leur dit non, il est un peu pénible. Ouais, c'est ça. On vous met sur cette île, on vous envoie le... Non, Non. gardez-le. non, non. Il y a des règles d'humanité dans la guerre. Voilà, c'est ça. Et je pense que les Hollandais aussi se rendent compte qu'il est relou, donc ils disent, bah, va parler au mec du coin si Aux tu veux. locaux, ouais. Voilà. Donc Pierre Poivre, bah, comme d'habitude, hein, il fait un peu d'anthropologie et tout, il parle un peu à tout le monde, il regarde le commerce, les épices, les plantes. Pas longtemps parce que les gens arrêtent de lui parler. Oui, mais... Non, mais c'est l'avantage quand t'es un anthropologue, c'est que t'as pas besoin de parler très longtemps aux gens. Oui. Et puis là, bah, il comprend un petit peu d'où vient la richesse hollandaise, donc le commerce du clou de girofle, et de la noix de muscade et du poivre. Et d'autres épices, hein, mais bon, c'est surtout ces trois principales-là. Et du coup, il se donne une mission. Sa nouvelle mission dans sa vie, ça va être d'adapter ces épices aux possessions françaises. En disant, je veux faire profiter mon pays de cette richesse et mes concitoyens des plaisirs du poivre et de la noix de muscade. C'est mieux que Jésus. Bah, il abandonne. Du coup, Jésus, il arrête. Défroqué, Pierre Poivre. Bah, je veux dire, il t'a pas beaucoup aidé sur la question de ta main. Oui, et puis bon, il a pas fait grand-chose pour Jésus non plus, voilà. hein, jusque-là. Donc bon. Non, mais Jésus a pas fait grand-chose pour lui. Je pense qu'ils sont tous les deux d'accord, c'est à l'amiable, quoi. Voilà, c'est ça, ils se séparent, bon ami, mais ça. 4 mois plus tard, donc, les Hollandais en ont marre d'envoyer du pain aux Français sur l'île, là, ils en ont marre de Pierre Poivre, donc ils leur filent un bateau à tout ce beau monde, là, puis hop, partance pour Pondichéry. Parce qu'ils se disent, c'est ce qui est le plus près de possession française. Bon, bah, comme Pierre Poivre est à bord, bah, ils se prennent 3 tempêtes coup sur coup. Ils n'arrivent pas du tout à aller jusqu'en Inde à cause des tempêtes. Ils se retrouvent poussés vers le Siam, donc la Thaïlande. Ils voient une ville, ils se disent super, on y va. Entre la ville et eux, il y a un bateau de pirates. Bon, bah, ils se font attaquer. Mais ils viennent de se prendre tellement cher et que de toute façon, c'est des anciens prisonniers que les pirates, ils font non, bah, allez-y, parce que vous avez rien. Ouais. Donc voilà. Et prenez-le, lui, avec vous. Oui, surtout gardez-le, le manchot, là, parce qu'il est relou. Donc il arrive au Siam. Plus ou moins bien. Du Siam, donc il continue à apprendre un petit peu sur la Thaïlande, les trucs locaux et tout. Il va reprendre un autre bateau qui va finalement arriver à l'emmener à Pondichéry. Quand il arrive à Pondichéry, bon, bah, c'est la guerre avec les Anglais, c'est le moment où les Anglais prennent Madras, on en a un petit peu parlé, et donc les généraux français, c'est Dupleix et de la Bourdonnais, qui sont pas d'accord entre eux, bah, bon, ça c'est une autre histoire. De la Bourdonnais doit rentrer en France, et Pierre Poivre lui dit, est-ce que tu peux m'emmener ? De la Bourdonnais ne le connaît pas, et donc dit, ok, vas-y, viens. Première tempête. Ah non, d'abord, ils arrivent quand même sur l'île Maurice, sans encombre. Là, Pierre Poivre, il se dit, c'est là que je vais acclimater la noix de muscade, le giroflier et le poivrier. C'est l'endroit qu'il me faut. Mais il faut quand même qu'il repasse en France parce qu'il a besoin de thunes pour faire tout ça. Puis là, ça fait 3 ans qu'il est par Mons et par Vaux, un peu plus même. Il n'a pas un rond. Donc, il faut rentrer en France. Coup de chance, de la Bourdonnais, il va. Donc, il prend le navire avec de la Bourdonnais. Là, tempête. Parce que Pierre Poivre. Donc, ils sont obligés de faire escale dans une colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, ce qui permet à Pierre Poivre d'apprendre un petit peu plus sur les choses et puis de découvrir l'esclavage. Dont il n'est pas fan. Hein, mais bon. Bon, voilà. Je suis pas fan, mais bon. Mais bon. En même temps, à l'époque, il est pauvre, il est manchot, voilà, c'est pas lui qui met vraiment des gens en esclavage. Hein, oui, t'es un peu plus fan de l'esclavage quand tu peux payer des esclaves. Voilà, c'est ça. De l'Afrique de l'Ouest, ils repartent. De nouveau tempête. Et du coup, plutôt que d'arriver en Europe, ils arrivent en Martinique. Bon. Presque. Presque. Sauf que du coup, il y a une guerre là-bas. Donc de la Bourdonnais, il est un peu occupé. Pierre Poivre, il se dit, non, moi je veux rentrer plus vite en France. Et donc il prend un convoi de bateaux commerciaux hollandais qui rentrent en Europe. Pierre Poivre est dans le navire. Donc en arrivant vers l'Europe, ils sont attaqués par des pirates de Saint-Malo. Et donc les pirates prennent les navires hollandais. Il y a 2 ou 3 navires hollandais. Ils les prennent. 4 jours plus tard, les pirates se font attaquer par la marine britannique. La marine britannique, voilà, merci. Enfin, ou hollandaise. Non, britannique. Parce que, donc, ils sont dans la Manche, en fait. Oui. Donc, attaqués par la marine britannique, les pirates perdent. Hein. Oui. Donc, les bateaux sont de nouveau pris par quelqu'un d'autre et Pierre Poivre se retrouve prisonnier des Britanniques. La Kraken. Non. Et enfermé à Guernesey. Donc, il n'est pas très loin de la France, mais bon, il est enfermé. 8 jours plus tard, il y a un accord avec les Français. Il est libéré et il arrive donc enfin en France, 3 ans après être parti de Chine. Hein. Oui, bon.
Voilà. C'est pas grave. Un an plus tard, 1749, il reprend la mer vers l'île de France, donc Maurice, chargé d'une mission par la Compagnie des Indes orientales et par le ministre de la Marine. Parce que, en fait, il a tenu des journaux sur tous ces voyages-là. Il a eu le temps de préparer son projet. Et donc, quand il va le proposer au ministre de la Marine et à la Compagnie des Indes orientales, les mecs lui disent « Bah, vas-y, on te paye même un bateau, si tu veux. » Donc, il vient. Pour une fois, le voyage se passe bien. Bon, il y a une tempête ou deux, mais ça va. Il manque de couler, mais ça va. Bon, il est obligé de changer de bateau aussi, mais ça va. Bon, ok. Il arrive... Non, jusqu'à Maurice, ça va. Mais c'est après où bon, il y a un peu des problèmes. Parce que son but, une fois qu'il est à Maurice, il faut aller chercher des plants de poivrier, tout ça. Donc il faut aller... à Batavia. Bah, en tout cas en Asie du Sud-Ouest. Du Sud-Est. Il arrive au Vietnam, donc après avoir changé de bateau, parce qu'il a failli couler, tout ça. Bon, sauf qu'au Vietnam, il n'y a pas de noix de muscade, de giroflier et de poivrier à l'époque. Bon, il négocie quand même un contrat avec le roi du coin, et puis il ramène quand même quelques plantes tropicales vers l'île de France. Il repart aussitôt vers les Philippines, parce qu'on lui a dit qu'aux Philippines, il va trouver. Le voyage se passe à peu près bien, sauf que quand il arrive aux Philippines, son bateau est sur le point de couler, donc il envoie un message à la Compagnie des Indes orientales en lui disant « Envoyez-moi une frégate ». Il arrive un peu à la Jack Sparrow. Ouais, limite. La frégate, il va l'attendre 14 mois, elle va jamais arriver. On ne sait pas si elle est partie ou pas, parce que bon, en pratique, on ne sait pas vraiment si son message est arrivé jusqu'à la Compagnie des Indes orientales, mais donc il perd un peu 14 mois aux Philippines, où, cela dit, il apprend plein de trucs sur les cultures locales et tout ça, et il arrive à négocier avec des mecs du coin qu'on lui donne 19 plants de muscade, de noix de muscade, et puis d'autres plantes tropicales, mais surtout 19 plants de noix de muscade, ce qui est le trésor de son truc. Et il retourne vers l'île de France, il y arrive en 1753. Bon, pendant la traversée, il y en a 14 qui sont morts, donc il n'y en a plus que 5. Dès qu'il arrive, il va faire le tour de l'île pour essayer de trouver les endroits où les noix de muscade vont s'adapter. Il le donne à certains colons locaux et il dit au directeur du jardin botanique local, un certain Jean-Baptiste Fusé-Aublet, de s'occuper de dire aux colons comment s'occuper des plants de noix de muscade. Et puis il repart, parce qu'il veut en trouver plus. Tu vois. Donc l'histoire de la botanique, tout ça, c'est lui, il fait des allers-retours, quoi, plutôt. À l'époque, ouais. Donc il repart vers l'Indonésie en 1754. Bon, comme d'habitude, tempête, pirate, mutinerie, parce qu'il est relou. Donc les mecs, à un moment donné... Toujours quand même casse-couille. Voilà, ils veulent le balancer à la mer. Et plutôt que d'atteindre les îles Moluques, donc en Indonésie, il va atteindre le Timor. Donc, qui est aussi en Indonésie. Et le Chili. Non, mais bon, à cause de tout ça, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais au Timor, il arrive à se procurer d'autres plants de muscade, de girofle et de poivre. Donc là, c'est un peu banco. Ouais, c'est jackpot. Ouais, jackpot. Donc, retour vers l'île Maurice, qui va y arriver en 1755. Quand il arrive avec ses nouveaux plans, le premier truc qu'il fait quand même, c'est d'aller vérifier comment sont les premiers, ceux qu'il a lâchés 2 ans plus tôt. Il se trouve qu'ils sont tous morts. Et comme Pierre Poivre, il est pénible, plutôt que de dire « Ah merde, bon, c'est pas grave, on en a d'autres, on va les planter », il se met à accuser tout le monde de vouloir mettre à mal sa mission, de l'avoir trahi. De trahir la France, de trahir le... Voilà, il va travailler pour les Hollandais. Voilà, il va accuser la Compagnie des Indes orientales et il va accuser Fusé-Aublet, le directeur du jardin botanique. Il va l'accuser d'avoir tué les plants en les empoisonnant au mercure ou en les arrosant à l'eau bouillante, ça dépend des fois, parce qu'il l'accuse plusieurs fois. Ce qui est faux, hein, tout ça c'est faux. Mais Fusé-Aublet, il va garder ça sur sa conscience, pas sa conscience, mais sur sa réputation pendant toute sa vie, mais au point qu'il va être obligé de se barrer et tout, et d'aller en Guyane. Il va faire des trucs formidables en Guyane plus tard, mais bon, voilà. Pierre Poivre se fait un peu des ennemis. Ce qui arrive quand tu es pénible. Voilà. Donc, bon, il laisse les plants qu'il a récupérés au Timor, il les laisse sur l'île, il essaie de les faire pousser, ils meurent tous, il est un peu dégoûté, donc retour en France, parce qu'il n'en peut plus, quoi. Bon, sur le chemin, il est fait prisonnier par des pirates, parce que sinon, c'est pas drôle, des corsaires, en fait, irlandais, qui l'amènent à Cork, où il va passer 4 mois en prison. Il a une petite carte de fidélité ou un truc. Ouais, je pense.
Donc 4 mois de prison à Cork, finalement libéré par accord entre la France et l'Angleterre, parce que c'est quand même un type un peu important, il a publié quelques trucs, il a des amitiés à la Compagnie des Indes, chez le ministre et tout. Mais alors oui, mais pour le moment, il a rien fait. Bon, il a ramené beaucoup de récits de voyage et Oui, plein d'informations très intéressantes sur l'Asie du Sud-Est. C'est déjà ça. oui, oui, non, c'est déjà ça. Puis il a tenté le truc, bon, c'est pas de sa faute à lui, c'est pour ça qu'il accuse aussi Fusée au blé, hein, tu vois, c'est pour dire c'est pas moi. Moi j'ai ramené les trucs, c'est les autres qui l'ont fait mourir. Oui. Bon. Bref, entre 1757, donc moment où il rentre en France, et 1767, il va rien faire. Il va être à l'Académie des sciences de Lyon, il va se consacrer à la philo, parce que c'est un peu un philosophe des Lumières, il est pote avec Rousseau et tout, des trucs comme ça. Bon, il en profite pour se marier quand même en 1766 avec une femme qui a 30 ans de moins que lui. Tant qu'à faire. Hein. Et puis quelques jours après son mariage, il y a la Compagnie des Indes orientales françaises, donc, et le ministre de la Marine, qui le convoque à Paris parce qu'ils veulent relancer cette histoire d'épices. Et donc, il le nomme intendant des îles de France et de Bourbon. Chef des épices. Ah non, carrément. Non, intendant des trucs. En gros, à l'époque, sur les colonies comme ça, c'est un peu bicéphale. Tu as l'intendant et le gouverneur. Le gouverneur, il gère l'armée, Ouais. et l'intendant, tout le reste. Comme en l'occurrence, à l'époque, il n'y a pas trop de guerre, bah, c'est surtout l'intendant qui gère. Enfin, il n'y a pas trop de guerre à cet endroit-là. Oui. Bon, et puis pour faire passer la pilule, parce qu'il n'a pas vraiment envie d'y aller quand même, hein, on l'anoblit. Monsieur Dupoivre. On le fait chevalier. Et donc en juillet 1767, retour sur l'île de France. Cette fois-ci, plutôt que d'aller lui-même en Indonésie, il va se dire j'ai envoyé d'autres mecs. Ouais. Il y a notamment Bougainville qui passe par là, qui lui dit ouais, je sais où on peut trouver des plants et tout, de muscadier, de poivre Oui. et tout ça. Donc il prend les renseignements, puis il envoie un autre type. Alors quand c'en est un autre qui y va, ça se passe bien, hein. Pas de Ouais. tempête, pas de pirates, pas de trucs. Et donc, cette fois-ci aussi, c'est lui qui va faire la culture. Il va créer le jardin Pamplemousse, qui, paraît-il, est fameux à l'île Maurice, qui est un jardin botanique. Et il va réussir à adapter, donc à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, et ensuite à Madagascar, à Cayenne, dans les Seychelles et dans les Antilles, la noix de muscade, le clou de girofle, la cannelle et le poivre, notamment. D'autres trucs, hein, mais notamment ces trucs-là. Et donc, de fait, le monopole hollandais sur ces épices, bah, il est brisé. Puisqu'on peut en produire ailleurs. Parce que, en fait, il a son proof of concept, quoi. Oui, c'est ça. On peut le faire. Parce que, bon, c'est très fertile, hein, l'île de la Réunion Mais c'est tout petit. et l'île Maurice, mais c'est petit. Bon, cela dit, les îles Moluques, c'est petit Oui. aussi, hein, mais ça va pas devenir des gros producteurs, mais lui, il va donner la recette à d'autres. Puis il va donner des plans à d'autres. Parce que les Hollandais, une des raisons pour lesquelles ils ont le monopole, c'est que dès que quelqu'un essaie de prendre un plan, ils le butent, hein, quand même. Oui. De cool. Ouais. Ou, enfin, ils ont fait des génocides, on en a un peu parlé, sur des îles pour éviter que les locaux fassent du commerce avec d'autres. Ça me paraît faire. Donc, Pierre Poivre a réussi, c'est un héros français, il a ramené le poivre en France. Il était bien nommé, quand même. Bon, il a perdu un bras dans l'histoire, mais c'est pas grave. Bon, il va rentrer en France. Bah, c'est grâce à son bras. Hein. Il n'a pas perdu un bras en ramenant le poivre, si j'ai bien suivi. Oui, ouais, si on veut, il a... C'est la main de Dieu qui... Oui, c'est la main invisible qui a... Il a perdu son bras pour le Bah, voilà. donner à Dieu. Ou au marché. Ou au marché, voilà. Il va rentrer en France en 72 et il va mourir en 1786. Bon, de sa belle mort, hein, c'est pas mal, quoi. Tu vois. Et grâce à lui, après ça, en fait, la Compagnie des Indes orientales hollandaises va faire faillite. Bon, pas seulement à cause de Pierre Poivre, hein, mais ils sont très corrompus, ils ont beaucoup de problèmes d'administration, mais voilà, elle va faire faillite. Et le poivre va devenir abordable en France. Bon, alors, Patrick Poivre d'Arvor, Oui. il va longtemps prétendre qu'il est descendant, alors pas de Pierre Poivre, parce qu'il a eu que des filles, Pierre Poivre, Oui. mais du frère, d'un des frères de Pierre Poivre. Ce qui est totalement faux. D'accord. Voilà. Qu'on se le dise, c'est faux. Ok. Il descend d'un mec qui s'appelle Poivre, mais qui vient de Lens, pas du tout de Lyon. Donc, Oui, c'est ce qui me semblait. Ouais. Il est du Nord. Enfin, sa famille est du Nord. Bref, au 19e siècle, les Français vont développer la culture du poivre au Vietnam, parce qu'ils se rendent compte que ça pousse bien là-bas, et le Vietnam, Il y a c'est de la toujours... place. Et puis il y a plus de place qu'à l'île Maurice. Puis de toute façon, l'île Maurice, ils l'ont perdu, donc voilà. Et le Vietnam, c'est toujours le premier producteur de poivre au monde, encore de nos jours. Donc là, c'est bon, hein. Maintenant, il y a du poivre partout, il y a du poivre qui pousse en Chine, en Inde, au Vietnam, dans les Antilles, des noix de muscade, des trucs, du piment, il y en a partout. Maintenant, on se met à l'étudier un petit peu. En 1816, il y a un chimiste allemand qui va découvrir la capsaïcine,
donc l'alcaloïde qui fait que le piment, ça pique. Et en 1819, un chimiste danois va découvrir la pipérine qui fait que le poivre pique. Selon, alors à l'époque, on ne sait pas pourquoi ça pique, mais on sait que c'est à cause de ces deux Molécules. molécules que ça pique. Parce que t'as un ou deux mecs qui ont dû en chier. Je pense. Je pense que t'as un ou deux gars. Bah après, les piments et le poivre, bon, le poivre, si t'en mets trop, ouais, mais on sait qu'il faut pas trop en mettre. Oui. Les piments à l'époque sont moins bourrins, on va y revenir à la fin, que ceux qu'on a maintenant. Bref. Et puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, aux États-Unis, en Louisiane, encore une fois, un homme va révolutionner la gastronomie mondiale. Hein, plus rien ne sera jamais pareil. Et la tienne? Bah, moi, personnellement, grâce à cet homme, le mets le plus fade devient un délice digne des rois. En effet, un homme a la brillante idée de tremper un certain piment, dans du vinaigre, de faire bouillir le tout, de mettre du sel, et il invente ainsi le tabasco. Source principale de mon alimentation, avec les pâtes. Alors, pourquoi le tabasco ? Parce que c'est fait avec des piments tabasco qui viennent de l'état du Tabasco au Mexique. D'accord. Piments que ce mec en question, on ne sait pas trop comment il les a récupérés, mais a fait pousser en Louisiane, et puis donc a fait sa McKinney. sauce. Alors, on va voir. Selon la légende, c'est effectivement Edmund McIlhenny, le fondateur de la McIlhenny Company, qui produit encore le tabasco de nos jours, qui aurait donc inventé cette sauce en 1868, en Louisiane, donc dans sa propriété de l'île Avery. En réalité, il semblerait que la recette et les piments lui auraient été donnés par, un peu avant la guerre de sécession, par un certain Monsell White, un notable de la Nouvelle-Orléans qui a fait fortune dans le coton et la canne à sucre avant de s'investir dans la politique locale. Alors on se doute que Monsell, là... C'est pas lui qui l'a... C'est pas vraiment lui qui a cultivé le coton et la canne à sucre, et qu'au Sénat de Louisiane, il n'était pas franchement du côté des abolitionnistes, donc il n'était pas pote avec Pierre Poivre. En fait, Pierre Poivre, il dit, une terre cultivée par des hommes libres produit beaucoup plus qu'une terre cultivée par des esclaves. Donc l'esclave, ça sert à rien. Il est pas... Oui. Voilà, son anti-esclavage s'arrête là. Fusée de blé, lui, il va écrire des trucs en disant, mais les gens que vous avez mis en esclavage sont des hommes, c'est vos frères et tout, ça se fait pas de le faire. Monsell White, non. 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 Lui est plutôt du côté ça coûte pas cher. Voilà, ça coûte pas cher, ça me permet d'avoir 3 plantations, de faire des dîners de gala incroyables, où donc il sert ses sauces. Et notamment la sauce à base de piment tabasco, etc. Bon, on comprend peut-être que la compagnie qui produit le tabasco préfère un peu oublier ça, parce qu'elle a été fondée après la guerre de sécession. Oui. Que Edmund McIlhenny, avant la guerre de sécession, il a fait richesse en tant que banquier, ce qui ne nécessite pas de posséder des esclaves soi-même. Il semblerait que la famille de sa femme, qui avait quand même une plantation sur l'île Avery, devait en avoir un petit peu, mais bon, lui, il n'en a jamais possédé lui-même, donc il se sépare un petit peu de tout ça. Et enfin, en 1912, Wilbur Scoville, un chimiste qui travaille pour un labo pharmaceutique, sur la pipérine, va inventer l'échelle de lui-même, donc de Scoville, qui mesure le piquant du poivre et des piments. Alors je m'attendais à une histoire de ouf et tout sur pourquoi est-ce que... non. Non, Il étudie la pipérine pour une boîte pharmaceutique qui appartient à Pfizer maintenant, parce qu'il cherche à en faire un analgésique. Et puis de la pipérine, il passe à la capsaïcine, et puis voilà. Et puis il se dit, bon, à quel point ça pique ? Voilà, et puis il fait des tests. À quel point je dois le diluer pour pouvoir le manger ? Alors il ne fait pas de test sur lui-même. En fait, il prend 5 volontaires, il fait une purée avec le piment qu'il veut tester, il la dilue dans de l'eau sucrée, et puis tant qu'il en donne à goûter donc, à ses 5 volontaires, et tant que ça pique, il dilue. Et au moment où ça pique plus, le facteur de dilution, ça donne à un facteur près la valeur en unité Scoville sur l'échelle de Scoville. Bon, comme c'est un petit peu subjectif, parce que ça dépend quand même des volontaires, parce que à force de mettre du piment sur la langue d'un mec, ça se désensibilise. Aujourd'hui, on utilise la chromatographie en phase liquide pour mesurer la concentration en capsaïcine. Et donc, quelques exemples. Sur l'échelle de Scoville, le poivron, c'est un peu moins de 100 unités Scoville, ça pique pas. Le piment d'Espelette ou la sauce sriracha, c'est environ 3000, enfin en dessous de 3000, donc ça pique un peu. Le tabasco normal, c'est environ 5000. Les jalapenos, 8000. Le poivre, blanc ou noir, c'est entre 5 et 16 000. En fait, ça pique plus le poivre que le tabasco. Oui, c'est pas étonnant. Non, ça pique beaucoup. Le piment de Cayenne, qu'on trouve en supermarché, 40 000.
Hop. Là, on commence. En fait, il y a une échelle de Scoville simplifiée pour la bouffe. Piment de Cayenne, ça commence à passer à torride. Ou caliente. Ouais. Le piment Tabasco, c'est Ouais. environ 100 000. 100 000, on commence à passer à volcanique. La pipérine, donc La molécule de la poivre. molécule qui est dans le poivre, c'est entre 100 et 160 000, donc volcanique aussi. Le gingembre, donc enfin le chagaol, la molécule qu'il y a dans le gingembre, 160 000. C'est plus D'accord. piquant en fait, le gingembre que le poivre. Le piment habanero, qui est le piment naturel entre guillemets le plus fort, Ouais. 325 000. Là, on est à explosif sur l'échelle simplifiée, puis l'échelle simplifiée elle s'arrête là, parce que Là, on est à. là, on est à vénère. là, on est à. Tu vas en chier, vraiment. voilà. Tu vas t'en souvenir de. Voilà. Mais donc, je dis le dernier piment naturel, entre guillemets, parce que depuis, en fait, avec le habanero, puis avec d'autres piments très forts qui viennent d'Inde, on a fait des croisements pour essayer de faire des piments plus forts. Et là, on passe sur des trucs qui sont vraiment violents. Hein. Bon, je te passe, on va passer directement au Guinness Oui. de record. Donc, en 2010, c'est le Naga Viper. Ouais. Donc, Naga, c'est un piment indien. 1 359 000. 2011, c'est le Trinidad Moruga Scorpion. 2 millions. Boum. Voilà. 2013, le California Reaper, 2 200 000. Et 2017, le Pepper X, 3 180 000. Les deux derniers sont cultivés, enfin, ont été créés par Ed Curry, le mec qui a dans We Are the Champions. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Toujours cette même série Netflix qu'on vous conseille, où il y en a un sur les concours de mecs qui bouffent du piment. Et ça n'a pas l'air très sympa. Non, ça n'a pas l'air très drôle. Les bombes d'autodéfense, les bombes à poivre, là, Ouais. ça a de 2 à 5 millions sur l'échelle de Scoville. D'accord, c'est parce que c'est hyper concentré en fait. Ouais. Mais ça peut pas être plus concentré que la. Parce qu'il n'y a pas que du poivre, en fait, dedans. D'accord. Il y a de la capsaïcine, il y a des mélanges, en fait, de trucs. La capsaïcine pure, c'est 16 millions. D'accord, c'est pour ça. C'est que la capsaïcine. Enfin, c'est le top quoi. Tu peux pas aller plus haut. En fait, si. La substance la plus piquante du monde, c'est la résiniferatoxine, qui est produite naturellement par l'euphorbe résinifère. C'est une plante qui ressemble à un cactus, qui vient d'Afrique du Nord, et qui a une valeur sur l'échelle de Scoville de 16 milliards. Donc 1000 fois plus piquant que la capsaïcine. Voilà. C'est la substance qu'on a trouvée pour l'instant la plus piquante au monde. Mais ça se mange pas, hein, le cactus là. non, mais tu vois, tu dis, parce que tu disais, aujourd'hui, on fait de la chromato globalement et on mesure le taux de capsaïcine ou de piperine. Mais du coup, comment tu compares avec des... Alors, j'ai pas bien compris comment ils ont... Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient un petit peu théorique. Hein. Même la valeur de la capsaïcine, puisque c'est en rapport avec la capsaïcine, c'est un peu théorique sur l'échelle de Scoville. En fait, tu prends le poivron et tu regardes la concentration moyenne du poivron, quoi, j'imagine. Un truc comme ça. Oui, et oui. Il y a un peu d'extrapolation. Et puis, on va le voir, en fait. C'est pourquoi ça pique, en fait, tous ces trucs-là. C'est parce que ça active les récepteurs vanilloïdes TRPV1. D'accord. Qui sont présents donc sur la langue des mammifères, mais aussi sur la peau et qui réagissent à la vanille, donc, et à la chaleur. C'est-à-dire qu'au-dessus de 44 degrés Celsius, ils s'activent et donc ils envoient un signal au corps, attention c'est chaud, et puis après, attention ça brûle. Et en fait, le piquant, on appelle ça de la pseudo-chaleur parce que tu as la sensation que ça brûle, mais en fait ça brûle pas. D'accord. La température n'augmente pas. Je suppose que pour la capsaïcine parce qu'il y en a d'autres des molécules qui sont des dérivés de la résiniferatoxine, on remarque aussi à quel point ça active ou pas ce récepteur. En fait, on s'en sert de ce truc-là parce que l'euphorbe résinifère, là, dans la médecine traditionnelle au Maroc, c'est une plante médicinale. Oui. Parce qu'on s'en sert d'analgésique. Ok. En fait, c'est un analgésique qui fait mal au début, mais après, ça fait moins mal. Parce que ça engourdit, quoi. C'est ça, c'est trop beaucoup. Voilà, un petit peu. Parce que le corps, comme tous les récepteurs TRPV1 là, sont activés tout le temps, et il arrête d'en produire. Et donc, voilà. Voilà, c'est l'histoire du poivre et du piment. On sait pourquoi ça pique. On sait pourquoi on a chaud quand on mange du piment. Voilà.
Parce en fait, on s'est truqué, quoi. On a l'impression d'avoir chaud, mais du coup, on transpire, ce qui fait que dans les pays chauds, on transpire plus, donc on se rafraîchit. Oui. Ça rafraîchit la peau. Ça active aussi l'estomac, ça aide à digérer pour certaines personnes. Alors trop, ça a l'effet inverse. Hein. Oui. C'est aussi un laxatif, mais pareil, trop, c'est un laxatif qui brûle. Il faut éviter de manger trop de piment quand on a des hémorroïdes. Et se laver les mains. Et se laver. Alors, parce qu'on fait des médicaments, hein, donc des Oui. pommades et tout, à la capsaïcine et à la résinifératoxine. Pour les appliquer, c'est marqué sur la boîte. Le mec qui les applique doit apporter des visières de protection et des gants, genre épais, genre gants MAPA, quoi. C'est hyper. Faut faire très attention quand même. Tu peux pas en mourir. Enfin, il y a un LD50 sur Oui. les souris, la capsaïcine. Pour tuer un homme à coups de piment, Oui, il faut en manger des tonnes. voilà, a priori, tu peux pas en mourir. Peut-être si t'es cardiaque ou quoi, Ouais. mais ça fait très mal. Faut faire gaffe. Et boire de l'eau ne sert à rien parce que la capsaïcine et toutes les molécules qui piquent sont hydrophobes. Donc ça ne change rien. Faut boire du gras. Faut boire du gras, faut boire du lait. Le lait, ça enlève tout de suite. Ou du gras. Ou de l'huile. De l'huile. Oui, remarque, on peut le faire avec de l'huile d'olive. Voilà. Et ben, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et ben, du coup, il nous reste plus que... Ah, et Oui. remercions Florence, une de nos auditrices, qui m'a mis sur la piste de Pierre Poivre. Ben, merci beaucoup, Florence. Ouais, faut le dire quand même. Et Rendons à César ce qui lui appartient. Exactement. Et on va remercier encore tous nos auditeurs. Hein. On espère que vous continuez en 2021 à apprendre plein de trucs. Avec nous si possible. Avec les autres, c'est aussi bien. Oui. On va remercier le label Podcut. On va remercier le label Podcut, à qui on souhaite encore une bonne année. Et bon, on se retrouve la prochaine fois. Voilà. À l'année prochaine. Non. Non, ça marche plus les blagues. Ah zut. À la prochaine fois.